Au cœur d'un royaume en crise, où la loyauté est une arme aussi mortelle que l'épée, un homme émerge des ombres. L'héritage de Cain Latori résonne à travers les générations, un guerrier façonné par la douleur et la trahison, affrontant un destin traître sur le champ de bataille. Dans ce monde, la hiérarchie est cruelle, et les alliances changent aussi facilement que le vent souffle, alors que les vents de la révolution se lèvent, faisant émerger des conflits qui mettent à l'épreuve même les loyautés les plus fortes. Notre protagoniste se retrouve à un carrefour, luttant pour l'honneur de son maître, qui chaque jour devient plus démoniaque, piégé dans un cycle de combat et de sacrifice. Il a toujours rêvé d'être plus qu'un simple pion dans la guerre des nobles, cherchant une rédemption tandis que son passé sauvage le poursuit comme une ombre implacable. Cependant, le cercle se resserre à chaque coup porté. L'épée de Cain semble trancher plus que la chair. Elle déchire véritablement les attentes de ce qu'il pourrait devenir. Dans ce dernier soupir, alors que sa détermination brille comme une flamme sur le point de s'éteindre, surgit la question qui résonnera à travers l'histoire. Cain sera-t-il retenu comme héros ou traître? Ainsi, le destin lui réserve une surprise qui façonnera tout. Ce n'est pas seulement le héros Cain Latori qui, n'étant rien moins que la garde impériale avec un passé d'esclavage, était présent dans son dernier soupir. Il se battait pour protéger l'empereur qui, soyons honnêtes, avait conclu un pacte avec le démon et était complètement fou. Dans ces derniers instants, Cain se demandait comment l'histoire se souviendrait de lui. Il se posait la question de savoir s'il serait vu comme le chevalier qui avait été loyal jusqu'à la mort ou s'il serait souvenu comme un bâtard qui n'avait pas saisi tout ce qui se passait à l'époque. Aucune de ces options ne lui plaisait vraiment. Le fou. Puis, tout à coup, un Halo Listein est apparu. Halo Listein, le chef de l'armée rebelle, criant de rage et épuisé, voulait comprendre pourquoi Cain avait changé la trajectoire de son épée à leur hache. Cain, pour sa part, pensait qu'il valait peut-être mieux disparaître de la mémoire de tout le monde. Lui qui avait vécu 29 ans en tant qu'orphelin, pensait que ce destin était le choix qu'il voulait pour lui-même. Il a ainsi osé parler à Halo, qu'il désignait comme le jeune maître de la maison du duc, demandant de ne pas commencer une bagarre pour rien. Mais Halo s'en fichait et continuait à crier. Ce type voulait juste savoir pourquoi Cain n'était pas parti et avait préféré faire ce qu'il avait fait. Alors, il a eu l'idée d'enlacer Cain pendant qu'il était là, mourant, suppliant qu'il ouvre les yeux et se relève. Après que Cain ait passé l'arme à gauche, il se retrouva à errer dans un espace surréaliste, une vaste étendue d'eau sous un ciel étoilé. Il se demandait si c'était la mort, mais la liberté qu'il avait tant recherchée ne semblait pas si incroyable. En pensant à Halo et à la façon dont il avait pleuré pour lui, il s'est dit que son ami allait très bien s'en sortir tout seul. Puis, tout à coup, il ressent une violente décharge d'énergie. Soudain, son âme se transforme dans le corps d'un bébé nouveau-né. Il entend la voix d'un homme l'accueillant dans le monde, l'appelant Karen. Alors qu'il essaie de comprendre la situation, le vieil homme qui semblait être une version plus âgée de Halo. Il le prend dans ses bras et le félicite de ne pas avoir pleuré. Le vieil homme espérait qu'il grandisse sain comme son petit-fils le plus jeune. Mais bon sang, ce choc a fait chavirer le petit Karen qui s'est mis à pleurer, réalisant qu'il était renaissant en tant que petit-fils de Halo, 45 ans plus tard. Nous retrouvons donc Karen Liston aujourd'hui avec 10 ans, le fils unique du comte Bale. En fait, il est le 3e fils de Halo. Alors, lors d'un cours d'histoire, le professeur expliquait la vision moderne de la société sur le chevalier Raimato. Il a expliqué que même si Cain n'avait pas réussi à empêcher son maître de choisir le chemin du mal, il demeure un symbole de loyauté en étant à ses côtés jusqu'à la fin. Le professeur demande l'avis de Karen et le petit coquin demande quelle est la vision du professeur. Ce dernier donne l'opinion commune, disant que le grand-duc Halo essayait simplement de sauver l'honneur de son ami, imitant leur fameuse histoire d'amitié. Mais là, notre petit garçon surprend le professeur avec une opinion totalement différente, disant qu'il pensait qu'Alan, le diable, ternissait la réputation de Cain à cause de cela. Le professeur est choqué, demandant ce qu'il voulait dire par là. Karen explique sa théorie, affirmant que le grand-père ne pardonne pas à Cain d'avoir choisi de mourir plutôt que de se battre à ses côtés, même sachant que cela allait à l'encontre de ce que Cain souhaitait. La professeure est stupéfaite, mais elle se souvient qu'il y avait des enregistrements non officiels disant que le combat entre Halo et Cain avait été trop rapide pour deux gars aussi doués. Si l'on prenait en compte que Cain avait choisi la mort plutôt que de lutter contre Halo, la théorie du garçon deviendrait beaucoup plus convaincante. Le professeur est resté surpris, mon frère, par l'esprit d'un gamin de 10 ans. Il était nerveux et se demandait s'il était d'accord avec le garçon ou non. Les chevaliers du duc pourraient lui couper la tête en un clin d'œil pour des balivernes comme ça. En bégayant, il admit qu'il n'avait jamais pensé de cette manière. Karen commence maintenant à sourire comme s'il n'y avait pas de lendemain, mon frère. Il révèle ensuite qu'il plaisantait, se demandant pourquoi le professeur était si choqué. Ce gars-là est vraiment trop drôle. Ensuite, Karen se remet à réfléchir à sa nouvelle vie, se confirmant à lui-même qu'il s'appelait maintenant Karen Liston, le plus jeune petit-fils de la famille Liston. Il avait besoin d'un peu de temps pour comprendre toute cette situation, mais il a finalement réalisé qu'il était né, de nouveau en tant que petit-fils de Halo Liston. Il se demandait, avec colère, comment ce crétin avait eu le courage de le transformer en héros contre sa propre volonté. Il pensait qu'il aurait
dû comprendre cela sans qu'on ait besoin de le lui dire. Plus tard, Karen a trouvé son père Bale, le plus jeune fils de Alon, en train de prier après le cours. Karen s'est approchée de lui et lui a demandé s'il était inquiet pour la cérémonie du réveil. Son père s'est excusé auprès de son fils, et quand Karen lui a demandé pourquoi, il a dit qu'il s'inquiétait d'avoir transmis ses propres limitations, n'ayant pas réussi à éveiller son pouvoir magique contrairement à ses oncles. Alors, Karen, avec un sourire chaleureux, a rassuré son père en disant qu'en fait, peu importe ce qu'on disait, il était le meilleur père du monde. Bale fut tellement ému par les paroles de son fils qu'il lui a donné une étreinte serrée, tandis que des larmes coulaient de ses yeux. Il a dû ensuite dire qu'il était également le meilleur fils. Puis, il a demandé tendrement ce qu'il voulait pour le dîner. Alors, Karen a répondu tout excitée, disant que bien sûr, il voulait de la viande, non? Ce qui se passait dans la chambre alors que Karen était allongée à réfléchir à cette fameuse cérémonie de réveil, les souvenirs de son ancienne vie en tant que Karen commencèrent à remonter à la surface. Il se rappela de la conversation avec le jeune Rallo, où le concept de la cérémonie du réveil lui semblait plutôt étrange. Rallo expliqua qu'il s'agissait d'un ancien rituel familial pour libérer ce pouvoir magique caché. Caïn éclata de rire, montrant qu'il n'en avait rien à faire de ses pouvoirs, avec lesquels certains naissent ou non, comme une sorte de don en or, tu vois. Rallo ajouta qu'en réalité, tout le monde ne pouvait pas éveiller ce pouvoir, et que même ceux qui y parvenaient n'étaient pas automatiquement désignés comme chefs de la famille. C'est alors que Alon tenta d'exciter Caïn en parlant d'un grand secret que seul le chef de famille connaissait. Curieux, Caïn demanda si ce secret était un énorme trésor, ou un livre magique exaucant les vœux. Alon confirma que oui. Caïn laissa échapper un intérêt subtil, expliquant qu'en fait, son rêve était de vivre tranquille dans une sorte de vie isolée. Après que Karen eut ri à cette idée de rêve, Caïn prétenda se fâcher à cause de la blague. Puis, Rallo parla sérieusement et promit que, quand il serait le chef, il ferait en sorte de révéler le secret à Caïn. Les pensées de Karen revinrent au présent, alors qu'il était là, dans sa chambre, réfléchissant à la cérémonie de réveil de sa sœur. Il décida que, de fait, son père n'avait pas de raison d'être inquiet et, soudain, une énergie bleue et des éclairs commencèrent à entourer son corps, alors qu'il révélait qu'il avait déjà éveillé son pouvoir magique depuis longtemps. Dans une autre scène, Karen était avec ses parents, admirant un train super technologique, presque incrédule de le voir pour la première fois. Sa mère, toute fière, expliqua que la majorité de la technologie du train venait du soutien personnel de son père, Bale. Le père tenta de paraître humble, mais la mère insista sur le fait que c'était vraiment incroyable. Karen acquiesça, affirmant de tout cœur qu'il était extrêmement fier de son père. Il continua à penser au train, admirant son père qui, même sans avoir éveillé la mana, était un homme formidable tenant seul 30% des affaires financières du candidat de Listine. Avec une mère très affectueuse et un père dévoué, Karen conclut qu'ils étaient littéralement des parents parfaits. Alors que le train poursuivait son chemin, Karen remarqua un immense château à l'horizon par la fenêtre. C'était la demeure de la famille Listen, le château Xangai. Karen ressentit un mélange d'anxiété et de colère en se remémorant son grand-père, Alon Listen. Sa colère monta instantanément, pensant à quel point Alon avait eu le culot de faire de lui une grande figure historique, tout cela contre sa volonté. À ce moment-là, le gars libéra une dose d'énergie magique, faisant sursauter son père. C'est alors que Karen décida de devenir une source de tracas constante pour ce grand-père et de devenir le plus grand délinquant de l'histoire de la famille Alistenio. Dans son esprit, Karen fit un vœu à son grand-père, lui disant d'attendre et de voir ce que ce cher petit-fils était sur le point de réaliser. Lorsque le train arriva enfin à la gare, un groupe d'accueil était là pour recevoir tout le monde. Le père de Karen échangea quelques mots avec un homme nommé Henrik et exprima sa reconnaissance éternelle pour la bonté de la famille du duc. Les chevaliers du loup de mer, à la station, ont attiré l'attention de Karen, qui a remarqué qu'ils étaient différents des chevaliers de sa région. Il a demandé si ces gars-là avaient ressenti la mana qu'il avait déjà éveillée, mais il s'en fichait pas mal de ce qui allait se passer avec son grand-père, car ce n'était qu'une question de temps, non? La famille a été guidée vers le château principal directement dans une salle de réception, où Karen a été invitée à attendre pendant que le comte, Belle, allait rendre visite aux anciens de la famille. Karen était là, ennuyée, attendant dans la vaste salle, souhaitant avoir demandé à aller à la bibliothèque. Tu vois, tout à coup, un autre garçon dans la salle interrompt son raisonnement, se moquant et disant que les rumeurs étaient des vraies, que Karen était effectivement un rat de bibliothèque, puisque la première chose qu'il avait demandé en arrivant était la bibliothèque. Le gamin a même balancé une phrase sur Karen et son père disant que, étant de la lignée de l'oncle Bile, ses chances d'éveiller la mana étaient minimes. Il ferait mieux d'étudier et de gagner de l'argent comme tout le monde. Ça a bien irrité le gars et il a demandé froidement si le garçon voulait se battre. Le garçon, choqué par cette réaction, a décidé de rassembler
un peu de mana, pensant avoir un avantage. Mais Karen, d'un calme olympien, a commencé à se demander s'il était en train de commencer une bagarre dans la maison principale. Alors il a libéré une aura de sa propre mana, mettant presque le gamin en état de choc. Ce dernier, en état de choc, a demandé quand et comment Karen avait éveillé sa mana, et Karen a seulement souri, disant que son père n'était lui aussi pas au courant. Puis Karen a décidé d'appeler son cousin, lui disant qu'ils avaient un sérieux problème. Il a commencé à dire qu'il ne pouvait pas y avoir 2 King Kairos dans la famille et qu'il allait assumer cette responsabilité. Donc, son cousin devrait laisser passer, laissant l'autre figé de peur, sans réaction. Karen a laissé échapper une aura terrifiante et a suggéré à son cousin Léo qu'ils aient une petite bagarre juste pour voir comment ça allait se passer. Tout le monde a su que Karen avait déjà éveillé sa mana, confirmé par le 3e commandant des chevaliers. Le 2e oncle, Raphaël Listem, a commenté que Karen avait caché l'éveil de la mana à la maison principale et s'est demandé quelles étaient les réelles intentions de son frère, qualifiant Belle d'échec. Bale, avec un air d'étonnement, a confirmé qu'il n'en savait également rien. Tyles, qui ne perd pas de temps, a donné une tape dans le dos de son frère Raphaël, disant qu'il n'était pas si étrange que le raté ne sache pas, puisque lui-même n'avait jamais éveillé sa mana. Il a même qualifié toute la situation de pathétique. Ensuite, comme sorti d'un film d'horreur, un serviteur est entré dans la salle dans un état de panique et a commencé à crier pour le jeune maître, le fameux Raphaël. Le Ralou, qui est le Listem, a commencé à grogner qu'il y avait eu un sérieux malentendu ici. Raphaël a réalisé que la gaffe concernait son fils et s'est levé tout en colère. Pendant ce temps, dans la salle de réception, Léo était par terre, ressemblant à un zombie vaincu. Quand Raphaël est arrivé et a découvert cette scène, il a agrippé Karen avec toute sa colère, l'appelant un gamin mal élevé et lui demandant ce qu'il avait en tête. Juste après, Bale et Tyles sont arrivés sur la scène et Karen, tout tranquille, a dit que Léo avait été un véritable idiot avec son père. Ensuite, Karen s'est tournée vers son oncle et a posé la question. « Patador, est-ce qu'il serait resté tranquille à sa place ?» Et Raphaël a répliqué, affirmant que Karen ne disait que des conneries. Il a agrippé Karen à nouveau et s'est tourné vers le bal, lui ordonnant de se taire en lui balançant au visage que tout ce bazar était le résultat de sa mauvaise éducation. Mais alors, le majordome, qui en avait déjà ras-le-bol, est intervenu, demandant à tout le monde d'arrêter cette comédie, précisant que le maître de la maison, Allo Listein, allait régler tout ça. Raphaël a été contraint de lâcher Karen. Et ce n'était pas facile, tu sais. Le bal s'est même tourné vers son fils pour vérifier comment il allait. Et Karen a assuré qu'il allait bien. Ensuite, le majordome a convoqué tout le monde pour aller voir le maître de la maison. Pendant qu'ils marchèrent dans le couloir, Karen s'est rendu compte que cela faisait des siècles qu'il n'avait pas vu Rallo. En entrant dans le bureau, Rallo, qui était tranquillement assis derrière son bureau, a directement posé la question à Karen. Pourquoi avait-il causé un tel chaos dès son arrivée? Le bal a même essayé de défendre son fils, mais Rallo l'a interrompu, disant qu'il ne lui avait rien demandé et qu'il voulait entendre la vérité de la bouche du garçon. Allo Listein a regardé Karen et a dit qu'il savait qu'il n'était pas assez idiot pour faire des bêtises sans réfléchir aux conséquences, et il lui a demandé d'expliquer clairement ce qui s'était passé. Toujours sous le choc, Karen a pensé qu'Allo Listein était vraiment courtois de l'écouter avant de lui donner une raclée. Alors notre garçon a répété sa réponse, disant que c'était Léo qui avait insulté son père. Là, Raphaël a explosé à nouveau, traitant Karen de menteur et exigeant qu'il dise la vérité, sans aucune patience. Rallo a frappé le poing sur la table et a crié sur Raphaël, lui demandant comment il osait élever la voix en sa présence. Raphaël, dans un moment d'intimité, a présenté ses excuses à son père. Rallo a alors décidé de convoquer Léo pour confirmer ce qui s'était passé, ordonnant à Heinrich de l'amener dès qu'il aurait terminé son traitement. Mais avant tout cela, Allo Listein a fixé son regard sur Karen en disant que le sujet de l'insulte n'était pas tout ce qu'il voulait savoir. Karen avait déjà prévu la question de son grand-père et a dit tout fier que, s'il voulait savoir au sujet de la mana, il l'avait éveillé il y a 3 ans, laissant tout le monde choqué. Allo Listein, avec un air comme s'il venait de recevoir un coup de poing en plein visage, a demandé pourquoi il avait caché cela même à son père, s'interrogeant sur ce garçon qui avait éveillé la mana sans que personne ne le sache. Karen a répondu qu'il n'avait pas réalisé que c'était de la mana jusqu'à ce qu'il lise un livre plus tard. Et quand le grand-père a insisté pour savoir ce qui s'était passé ensuite, Karen a souri d'un air innocent et a dit qu'il voulait juste garder le secret. Il a ajouté que les secrets sont amusants et bien plus cool, parce que les chevaliers de sa région n'ont aucune idée de ce qui se passe. Allo Listein a alors demandé si c'était bien ça, et Karen a confirmé avec enthousiasme. Juste à ce moment-là, Léo est arrivé tout bandé, et Rallo n'a pas perdu de temps pour lui demander s'il avait vraiment insulté son oncle. Là, le gaz a commencé un véritable show théâtral, faisant une performance dramatique, parlant avec une tristesse forcée de l'insulte de Léo envers son père, le qualifiant de vulgaire qui ne pense qu'à l'argent sans scrupule. Il a continué à attaquer, décrivant son propre père comme un incompétent, demandant combien de douleur il ressentirait si son père mourait sans voir la lumière du jour. Il a alors terminé sa mise en scène en admettant que, malgré tout cela, il n'aurait pas dû frapper Léo et qu'il avait fait une grosse bêtise. Léo, horrifié par cette performance, était en train de
nier de toutes ses forces. Dans ce climat, Karen a fait preuve de puissance et a libéré une explosion d'énergie juste pour intimider son cousin. Et Halo Listein, d'un calme olympien, se tourna vers Léo et lui demanda si ce que Karen avait dit était vrai. Léo, la peur au visage, finit par admettre que oui. Après avoir entendu cette confession, Ralo décida que, comme la cérémonie du réveil avait lieu le lendemain, il repousserait la punition des deux jusqu'après la cérémonie. Il ordonna qu'ils aillent se reposer. Plus tard dans la nuit, Ralo appela son serviteur Henry et lui demanda ce qu'il pensait du fils du bal, Heinik. Avec une diplomatie à couper le souffle, Henry répondit qu'il pensait que le garçon avait plusieurs traits qui pourraient intéresser le maître de maison. Ralo acquiesça, décrivant Karen comme un garçon intéressant, non seulement parce qu'il s'était réveillé humain par lui-même et avait gardé cette bombe pendant 3 ans, mais aussi parce qu'il avait critiqué subtilement le niveau des chevaliers du territoire de son père. Cela, Ralo l'interprétait comme un signe qu'il avait lui-même abandonné le bal. Il trouva qu'Halo Listein était hors de la réalité, mais Halo Listein insista sur le fait que ce petit-fils était exceptionnel. Halo Listein dit qu'ils allaient en découvrir la véritable nature de Karen s'il avait quelque chose de spécial lors de la cérémonie du lendemain. Il était extrêmement curieux de savoir s'il parviendrait à survivre à la cérémonie et ce qu'il pourrait en gagner. Plus tard dans la nuit, toute la famille se réunit dans le jardin, se préparant pour la cérémonie. Karen remarqua les anciens de la famille Listem dans leurs robes et ressentit ce pouvoir immense, même s'ils étaient déjà à la retraite. Notre héros jeta un coup d'œil et réalisa que tous les membres de la famille étaient présents, y compris Tiles et sa fille Léon, ainsi que Raphaël et son fils Léo. Il comprit que cette cérémonie était bien plus importante qu'il ne l'imaginait. Au milieu de la foule, il y avait une plateforme en pierre avec une grande pierre noire au sommet que Karen reconnut immédiatement comme la célèbre pierre du serment. C'est alors que Ralo arriva et annonça le début du rituel d'ouverture des yeux, disant que lorsque Karen passerait à travers la fente ouverte par la pierre du serment, il entrerait dans un monde que la pierre lui montrerait. Il expliqua que ce monde serait différent pour chaque personne et que le rituel ne prendrait fin que lorsque Karen détruirait ce monde avec l'arme de vision claire qu'il y gagnerait. Après que Karen confirma qu'il se sentait bien, Ralo activa la pierre du serment avec un collier et une onde d'énergie bleue se déchaîna, ouvrant une fente brillante dans l'air. Pendant ce temps, le bal tenait l'épaule de son fils, nerveux, lui demandant s'il avait peur et s'il allait vraiment bien s'en sortir. Karen assura à son père qu'il se sentirait tranquille et promit qu'il reviendrait. Il réfléchit à sa mission à venir, détruire le monde avec une arme qu'il allait obtenir, et se convainquit que ce serait facile, car casser des choses avait toujours été son domaine de prédilection. Au fond de lui, Ralo souhaitait de toutes ses forces que son petit-fils parvienne à surmonter sa peur. Dès que Karen passa à travers la fente, il se retrouva dans un endroit qui lui semblait très familier, mais horrifiant, le palais impérial en flammes et les corps de ses camarades morts autour de lui. Il était en colère et se demanda pourquoi la pierre montrait ses souvenirs douloureux, comme si elle voulait qu'il se sente coupable de la mort de ses camarades. Ensuite, il entendit une voix mystérieuse qualifier son monde de tragique et désolé, mentionnant qu'il était l'enfant du loup bleu. La voix affirma qu'il était temps de faire le pacte et qu'il honorerait ce qu'il avait promis avec son ancêtre. Karen, tout curieux et méfiant, demanda si la voix était celle d'un démon. Mais la voix a nié, disant que les démons n'oseraient non pas toucher le sang qui coule dans ses veines. La voix a défié le protagoniste de surmonter sa peur et de monter sur le trône où se trouvait ce qu'il désirait ou attendait. Lorsque Karen est arrivé au trône que l'empereur voulait protéger à tout prix, il a gravi les marches avec la sensation de marcher sur des cadavres, réalisant qu'il n'avait jamais imaginé que c'était la cause des morts. Là se trouvait son ancienne arme. La voix l'a alors salué comme représentant du clan du loup bleu, disant que c'était son arme. Karen a reconnu l'épée démoniaque Ruine qui lui avait été donnée par l'empereur. La voix a demandé qu'il imprègne l'épée de mana, mais Karen a répondu que l'épée dévorait l'âme de celui qui l'utilisait. La voix a essayé de calmer le jeune homme, disant que la volonté démoniaque qui était auparavant dans l'épée avait été exterminée par son grand-père et que ce qu'il voyait n'était qu'une forme déformée de la malédiction et qu'il était le seul capable de l'éveiller. Karen a hésité, se demandant s'il était sûr de toucher à l'épée, craignant de redevenir la personne qui exécutait les ordres de l'empereur et ôtait des vies. À cet instant, la voix de Ralo a résonné dans son esprit, l'encourageant à faire face à sa peur. Alors, Karen a finalement compris ce que la bonté inhabituelle de Ralo voulait vraiment dire. Le rituel d'éveil n'était pas seulement pour obtenir une arme, mais pour aider l'héritier à surmonter sa plus grande peur. Avec cette pensée en tête, Karen a tendu la main avec confiance vers son épée. Dès qu'il a saisi l'épée, une force d'énergie bleue qu'il a reconnue comme le mana de la vision claire l'a envahi, et la forme de l'épée a commencé à changer. La voix mystérieuse a dit qu'elle ne savait pas pourquoi l'épée était apparue sous sa forme précédente, Ruine, mais a expliqué que cette épée appartenait à l'origine à son ancêtre, Ryle. La voix a commenté que la raison pour laquelle cette épée n'avait pas été enregistrée dans l'histoire, contrairement à l'autre épée, Grain, que Halo Listein avait prise, était que son pouvoir avait une nature complètement différente de celle de la famille. Le garçon a ressenti une douleur intense, alors que le mana dans l'épée se gravait dans son corps, mais la voix lui a ordonné de tenir bon, sentant le mana bouillonner dans son corps. Il a
demandé à la voix quel était le vrai nom de l'épée. La voix a révélé que cela s'appelait guillotine, la lame qui a décapité un tas de démons et dévoré leur pouvoir, au point que les démons eux-mêmes l'avaient oublié, par peur. Karen a réfléchi au nouveau nom de son arme. La voix a commenté qu'une épée qui ressemblait à l'obscurité de la mer profonde convenait parfaitement au destin de Karen. Incertain, Karen a demandé qui était la voix, pensant qu'il pourrait s'agir du dragon bleu, le gardien de sa maison. Mais la voix a dit qu'il n'avait pas encore assez de pouvoir pour supporter son vrai nom, et l'a invité à le rencontrer là-bas, dans la mer du Nord, un jour, quand il serait assez fort pour gouverner les mers. Puis le fou a demandé comment sortir de ce monde, Ozzy, et la voix a lâché qu'il savait déjà la réponse. Karen a finalement compris qu'il devait détruire le monde, comme cela lui avait été dit au début du rituel. Tout excité, il a crié qu'il avait toujours voulu tester cela, alors il a agité l'épée dans tous les sens, détruisant le monde illusoire qui l'entourait. Dans le monde réel, Rallo était là, réconfortant le père du garçon, le Baal, qui était tout inquiet, admettant qu'il est compliqué pour un père de voir son fils emprunter ce chemin qu'il n'a pas pu prendre. Mais il a souligné que ce sont ces moments qui prouvent sa détermination. Soudain, la pierre du serment a commencé à se fissurer. Comme s'il n'y avait pas de lendemain, Léo cria en prévenant son grand-père que la pierre était en train de se briser. Dans un moment de choc total, la pierre explosa en éclats. Karen apparut dans un flash de lumière, là où se trouvait auparavant la pierre brisée, brandissant sa nouvelle épée avec un grand sourire. Il regarda autour de lui, tout sourire, et demanda ce qu'il était arrivé à la pierre du serment, remarquant qu'elle s'était fragmentée. Le Baal arriva, un peu en colère, exigeant de savoir ce que le garçon avait fait. Karen, tout content, leva son épée en l'air, annonçant que c'était l'épée d'exécution, la guillotine de notre ancêtre Rylisten. Les mots de Karen laissèrent Aloe Listein et les anciens complètement pétrifiés. Ils avaient l'air d'avoir reçu une frayeur. Vous savez, cette lame légendaire, la fameuse guillotine, avait pratiquement été effacée de l'histoire de la famille, ces anciennes farces n'étant transmises que de bouche à oreille aux patriarches et aux grosses têtes. Pendant ce temps, la foule se demandait pourquoi cette épée apparaissait maintenant et Aloe Listein, angoissé, réfléchissait si le moment du pacte était vraiment proche. À ce moment-là, Aloe Listein se tourna vers son petit-fils et demanda s'il avait peur de l'épée. Le gamin, avec toute la confiance du monde, répondit un retentissant « non ». Après avoir traité toute cette histoire, Aloe Listein commença à parler des anciennes histoires de la famille. Autrefois, leurs ancêtres avaient fait un pacte avec les dragons bleus pour mettre fin aux démons, et la preuve de cette promesse était la fameuse pierre du serment qui était là, attendant un descendant qui tiendrait enfin sa promesse. Aloe Listein fixa Karen intensément, se demandant sérieusement s'il était le chanceux qui allait honorer tout cela. Alors, Aloe réfléchit et leva la main, annonçant avec puissance « Karen, fils de Bael Listein, est officiellement le choisi de l'exécution guillotine, un membre légitime du château Cheongai et un héritier qualifié pour hériter de tous les droits d'initiation. » Ces mots firent exploser Raphaël. Il était complètement irrité, se demandant comment on pouvait conférer des privilèges à un gamin. Pendant ce temps, Bali courait pour voir comment allait son fils, mais Karen lui donna vite des nouvelles en disant qu'il allait bien. De l'autre côté, Tilis, l'oncle le plus âgé, était là, totalement perdu dans ses pensées, admettant qu'il n'avait jamais entendu parler de cette épée et que son aura lui donnait des doutes. Dans son esprit, Tilis s'adressa à son frère Bali, disant qu'il ne laisserait pas la succession être affectée par une nouvelle variable comme son fils, même si le gamin empruntait maintenant un chemin unique. Après cela, Aloe déclara la cérémonie d'ouverture des yeux terminée et envoya tout le monde retourner à sa vie. Pendant que les gens sortaient, Raphaël s'en prit à son grand frère, avec toute la colère du monde, lui, demandant s'il allait rester tranquille. Tilis, dans une ambiance zen, répondit qu'ils allaient bientôt s'asseoir et discuter, mais que la bagarre était ce qui devait se passer maintenant. Raphaël était comme « Waouh !» Même le gano anxieux de Tilis réalisa la pression. Confus et en colère, Raphaël ne cessait de se demander pourquoi le fils de Bael avait été choisi parmi toute cette foule. Ils donnèrent un conseil avisé, disant que ce qui importait le plus maintenant, c'était de ne pas se disputer au moment des adieux. Baal, tout inquiet, demanda à son fils s'il allait être tranquille tout seul. Ain, qui était là, rassura Bael, en garantissant que le château avait un guet et était l'endroit le plus sûr de l'univers. Bali acquiesça que le château était la forteresse contre les menaces, mais il a lancé cet avertissement sur les menaces internes. Il a même sous-entendu que ses frères n'auraient ni pas le courage de faire quoi que ce soit devant leur père, Henrik. Poursuivant son discours, il a ajouté que Lady Sabina allait superviser les droits d'initiation de Karen. Et tant mieux, car du coup, Karen et le Baal étaient soulagés. Sabina, la petite sœur d'Elio, était assez célèbre pour ses compétences, qui n'avait rien à envier à celle de son frère, connu sous le nom de la Loba Branca. Comme tu le sais, le grand frère a donné un conseil à son fils, lui disant d'être respectueux envers la Loba Branca, et le gamin a promis
promis qu'il le ferait dans les règles. Avant de dire au revoir, Henri a transmis le message final du ruisseau, avertissant qu'une résidence permanente serait mise en place pour la famille du Bal au château et qu'il pourrait venir quand il le souhaitait. Le Bal, tout ému, a remercié Henri pour sa gentillesse, disant qu'il pouvait désormais sortir seul sans problème. En faisant un petit signe de la main à son fils, il lui a demandé de prendre soin de lui et de rester vigilant au cas où il aurait besoin d'aide. Après le départ du train, Henri a conduit Karen au château, disant que Lady Sabina l'attendait. Avant d'arriver dans la salle, Henri a donné un conseil stratégique, expliquant que Sabina détestait qu'on l'appelle grand-mère, donc il valait mieux éviter ce terme. Karen a remercié pour le conseil, mais a trouvé cela plutôt étrange. Enfin, ils ont atteint la salle d'entraînement spirituel dans la forêt de Shion-Ai, un endroit où seule la lignée directe pouvait mettre les pieds. Henri a dit que la Loba Branca était à l'intérieur, et que Lord Léo l'était aussi, sur demande spéciale du père de Raphaël. Karen était super excitée par ça et est entrée, tandis qu'Heinrich pensait que la fête allait recommencer. Avant même d'ouvrir la porte, il a déjà ressenti une énorme aura de mana émanant de la salle. Quand il a enfin ouvert la porte, il a fait une présentation décontractée à la Loba Branca et une voix à l'intérieur l'a invité à entrer sans attendre. Et il n'a pas été surpris par l'apparence juvénile de Lady Sabina, elle l'a salué et lui a demandé s'il était choqué de ne pas la voir comme il l'avait imaginé. Sabina a même été directe, disant que le temps passait vite et que le petit du bal était déjà bien grand. Karen, avec son radar affûté, a vite compris que la jeunesse éternelle de Sabina venait de sa capacité à reconstruire son corps avec du mana, un truc réservé aux maîtres de 8 étoiles. Elle, Sabina, lui a rapidement dit de s'asseoir en tailleur à côté de Léo. Karen, obéissant, a murmuré à son cousin nerveux qu'ils allaient se voir très souvent maintenant et qu'il était super anxieux. Sabina a mentionné qu'elle connaissait son titre et Karen a expliqué ce qu'il avait lu à ce sujet dans des livres d'histoire parce qu'il aimait ça. Sabina a souri et a dit que, comme lui-même avait dit, il était vraiment un garçon intéressant. Quand le gamin a demandé ce que son grand-père avait dit, elle a rapporté le message. C'est un garçon que tu vas adorer et a ajouté qu'elle comprenait maintenant pourquoi rien qu'en le regardant. Sabina a évoqué une conversation avec Rallo où il avait décrit Karen comme un enfant qui devait naviguer sur une vaste mer et lui avait demandé d'être sa lumière pour l'éclairer afin qu'il puisse gouverner cet océan. Elle voyait en ce gamin un potentiel gigantesque, comme un océan vaste et sauvage, et même s'il était encore vert, un jour, il pourrait dominer une génération. Sabina a trouvé ce petit garçon intéressant, un véritable divertissement. Sabina a commencé sa leçon, disant aux gens que s'asseoir en tailleur était comme la base de la culture du mana. Et une fois qu'ils auraient réussi à passer cette étape initiale, ils pourraient cultiver de la mana sans avoir à maintenir la position, comme elle le fait, tu vois? Alors, elle a libéré une vague de mana cristalline venant directement de la mer, laissant les gamins bouche bée. Sabina a ensuite révélé l'essence de la méthode du Seigneur de la mer, qui repose sur l'idée de créer un océan de mana à l'intérieur du corps et bien sûr, de contrôler tout ça. Elle a expliqué que le pouvoir d'un individu augmente avec le nombre d'océans qu'il contrôle. Si tu contrôles 8 océans, tu es de niveau 8 étoiles, mon frère, et maîtriser ces 8 océans comme s'il s'agissait d'une immense mer, partenaire, là ça se transforme en royaume de 9 étoiles. Sabina a mentionné que seulement 3 personnes sur tout le continent avaient atteint ce niveau et qu'une seule se trouvait dans l'Empire. À ce moment-là, Karen a réalisé que ce célèbre était son grand-père, Halo. Sabina a dit que le seul expert de 9 étoiles sur le continent n'était autre que son frère, Ralph. Cette histoire a enflammé une flamme de détermination en Karen, qui a fait un vœu. Dans cette vie, il atteindrait son grand-père, quoi qu'il en coûte. Sabina a instantanément capté ce désir fou du garçon et a trouvé tout cela très amusant, croyant qu'il avait besoin d'un entraînement difficile. C'était donc le moment de commencer l'entraînement de mana, et Sabina a demandé au garçon de déverser de la mana dans les canaux qui avaient été ouverts lors de la cérémonie de réveil, se rappelant que le pouvoir de la mana ne doit pas être contrôlé, mais accepté. Tu vois ? Labina a observé les vagues de mana des gars et a remarqué que celle de Karen était encore un peu rugueuse. Alors elle a veillé à guider Lou pour travailler à partir du cœur. D'abord, elle était complètement impressionnée par la capacité de Karen, se demandant comment ce gamin montrait ce pouvoir juste après la cérémonie de réveil. Elle l'a comparé à Léo, qui commençait seulement à faire ses premiers pas vers le niveau de 2 étoiles, même après avoir reçu la méthode du Seigneur de la mer 2 ans auparavant. En revanche, Karen, sans aucune instruction, sculptait ses propres chemins de mana avec une incroyable facilité. Sauf qu'à un moment donné, Karen a commencé à ressentir une pression énorme, comme si son corps était en train de se déchirer, et il a immédiatement arrêté de cultiver. Sabina, dans un premier temps, a pensé que le garçon était épuisé, mais elle a vite réalisé qu'il avait ajusté son rythme de manière remarquable. À ce moment-là, Léo s'est évanoui à force de forcer sur la mana, et Sabina a couru vers lui, en lui lançant un reproche pour s'être épuisée. Et Sabina, en se rendant compte, a compris qu'elle s'était vraiment laissée distraire en observant tout le talent de Karen. Elle a
compris que le rôle des adultes était d'empêcher les enfants de se blesser à cause de leur imprudence. Karen a regardé Léo avec un air de déception, le traitant de honteux. Sabina a comparé Léo à Karen, qui avait bien évalué ses limites et s'était arrêtée avant de se briser. Elle était impressionnée par le contrôle de soi du gamin, malgré toute cette soif de pouvoir, et a commencé à se demander s'il avait vraiment besoin d'un phare pour le guider. Sabina s'est tournée vers Karen et a promis de lui garantir sécurité pendant les 3 prochaines années, lui demandant de se concentrer sur l'amélioration de son pouvoir durant ce temps pour se protéger. Et bien sûr, Karen a accepté avec un enthousiasme incroyable. Plus tard, sur le terrain d'entraînement au duel, Léo est venu et a piqué Karen, lui demandant s'il allait vraiment utiliser la guillotine même pendant l'entraînement. Karen a répondu sans détour qu'il n'y avait aucun problème avec ça, expliquant que son grand-père lui avait donné un fourreau spécial pour garder l'aura de l'épée sous contrôle. À ce moment-là, un nouvel instructeur est arrivé et s'est présenté comme étant responsable de l'entraînement des jeunes à l'escrime. Le commandant des chevaliers du loup de mer, Zeraz, s'est poliment salué, réalisant qu'il était un spécialiste de 8 étoiles. Zeraz a prévenu les jeunes qu'il ne les appellerait pas jeunes maîtres tant qu'ils n'auraient pas gagné la reconnaissance des chevaliers du loup de mer. Karen a répliqué qu'il n'en avait rien à faire et trouvait cela plus tranquille, mais il était parfaitement conscient que gagner le respect des loups bleus par ses compétences était une tradition familiale. Listein, sous le choc, est resté bouche bée devant la réaction peu commune de Karen, réalisant que la plupart des nobles auraient été offensés. Tout en étant décontracté, il se demandait si, enfin, un héritier sérieux et solide était arrivé dans la famille après si longtemps. Mais en réalité, Karen pensait qu'au final, tout le monde finirait par se plier devant lui. Lorsque Zeraz a perçu cette aura, j'ai immédiatement changé d'avis, concluant que celui qui était arrivé n'était pas un héritier sérieux, mais quelqu'un d'encore pire que Léo, un vrai charlatan. Pendant ce temps, Sabina mettait en garde son frère Allo Listein, lui tenant un discours direct sur l'impact potentiel de Karen sur le conflit de succession et ce que cela entraînait pour son propre fils. Lui, tout méfiant, a demandé si sa sœur insinuait que son fils pourrait être menacé par son neveu. Sabina expliqua que si le talent extraordinaire de Karen commençait à être connu dans tout l'Empire, cela affecterait clairement qui lui succéderait et toute la roue de la fortune. Elle s'adressait à son frère Allo, exprimant ses inquiétudes que la famille puisse connaître la ruine maintenant que la pierre du serment avait été détruite, surtout à cause des démons qui affluaient de l'autre côté de la mer du Nord. Allo, jugeant tout cela ridicule, révéla une prophétie secrète que seul le chef de la famille connaissait. Celui qui brisera la pierre en établira une nouvelle, tout comme son ancêtre l'avait fait autrefois. Sabina comprit que cela signifiait que le moment du pacte approchait. Ensuite, lorsqu'elle demanda quand il allait en parler à Karen, Allo répondit que cela se déroulerait au moment opportun. En hiver, Bale était là à lire une lettre de son fils, Karen. Karen saluait pour rassurer son père sur le fait qu'il allait bien et racontait ses progrès à l'entraînement, disant qu'il avait maîtrisé la 4e forme de 2 styles différents d'escrime. Il mentionna aussi qu'il essayait de bien s'entendre avec la famille, comme son père l'avait demandé, en prenant soin particulièrement de Léo. À la fin de la lettre, il plaisantait en demandant de l'argent car son allocation venait de se terminer, ce qui fit rire Bale avec tendresse. Lors d'une conversation avec Heinrich, Bale se remémorait son angoisse quand il avait laissé Karen au château pour la première fois 3 ans auparavant. Heinrich, beaucoup plus détendu, lui demanda de se relaxer, disant que le petit s'était adapté comme un vrai caméléon et qu'aujourd'hui le château n'était plus au silence total à cause de lui. Malgré les tentatives de Bale de dire à son fils de ne pas faire attention, Heinrich, avec sa sagesse habituelle, a balancé la réalité. Une gemme brille même cachée, tu vois? Mais il a aussi souligné que la situation pouvait changer très rapidement, car il allait bientôt devenir impossible de cacher les nouvelles sur Karen, et en véritable loup bleu, il devrait faire face. Les responsabilités qui accompagnaient les rebondissements du bal étaient liées à la manière dont ses frères allaient de réagir à l'influence croissante de Caron. Henrik ne rata pas l'occasion de donner un autre conseil à son père, en rappelant que la Lady Sabrina était fan de Caron. Bale poussa un soupir de soulagement à ce sujet. Il confia à Heinrich que l'argent qu'il envoyait en valait la peine, et Heinrich était content de voir le garçon plus détendu et moins préoccupé. Cependant, Bale avait une petite inquiétude, pensant que sa tante allait bientôt quitter le château. Heinrich, toujours le calme parmi les tempêtes, le rassura à nouveau en disant que Caron avait déjà noué une amitié solide avec les chevaliers du loup de mer, au point qu'il le surnommait le petit chien enragé de la mer bleue. Sur le terrain d'entraînement, Caron y mettait toute son énergie, s'entraînant comme une machine et livrant un combat intense contre l'immense chevalier Hans. Avec tout son style, il lui donna une bonne leçon, disant que l'art de l'épée du loup de mer ne servait à rien si on était un lâche et qu'il fallait se battre avec force, même si ses os étaient cassés. Hans ne put que capituler, admettant que la seule chose qu'il ressentait était la force que Caron possédait. Il n'en revint pas quand Caron qualifia ses autres muscles de ballon, et Hans, tout abattu, reconnut que sans mana, il n'était rien en comparaison de lui, réfléchissant à combien le gamin avait évolué en 1 an. Hans se permit alors de dire que c'était les Zera qui décidaient de quand cela
allait se produire, car Aloy Stein était dans la capitale et, avec son air de celui qui sait tout, il spécula qu'il serait envoyé dans la région de la coupole céleste, à l'ouest du duché, où les apparitions de démons ne faisaient qu'augmenter. Pendant ce temps, à proximité, Léo était là, tout nerveux, se demandant pourquoi il ne voulait pas la même mission que Caron, mais en même temps, souhaitant rendre ses parents fiers. Revenant au présent, Bile expliqua à Heinrich que son appel n'avait pas seulement à voir avec la lettre. Bile lui remit un petit sac et dit que les inspecteurs de la porte de son territoire avaient retrouvé 1 kilo dans la charrette d'un marchand venant de la baronnie de Bellos. Il confirma que c'était une substance appelée cocaïne et demanda à Heinrich d'enquêter sur ce qui se passait dans la baronnie de Bellos, en commençant par le château de la Mer Bleue. À la gare, quelqu'un se présenta en demandant si c'était le château de la Mer Bleue. Cette nuit-là, Caron jouait les voleurs, parcourant les terres du château, après être entré en douce et avoir volé une bouteille de liqueur de la collection de Zeras. Il se fit la réflexion que fouiller dans la collection de Zeras était toujours une montée d'adrénaline. Alors qu'il savourait sa boisson, il entendit quelqu'un dehors interrogeant le garde au sujet du duc Listein, qui avait une affaire urgente à régler. Le garde confirma que le duc n'était pas là, qu'il était parti pour la capitale et que le commandant des chevaliers était aux commandes. Caron saisit l'opportunité et intervint dans la conversation. Lorsque le garde reconnut Caron, le visiteur se présenta comme le jeune baron Rohan de Bellos, un Rohan qui connaissait déjà la réputation de Caron par les rumeurs. Bien que l'assistant de Rohan souhaitait qu'il parle avec le commandant des chevaliers, Caron, toujours sur la brèche, dit qu'il n'écouterait l'histoire que parce que c'était une question de courtoisie d'avoir un noble devant soi avec une affaire urgente. Et bien sûr, il demanda au garde de transmettre un message au chevalier. L'attitude de Caron impressionna Rohan, mais il demeura méfiant en voyant un gamin tenant une bouteille de liqueur. Il invita alors Rohan à le suivre dans une salle privée. Caron a résumé le problème qui a secoué Orhan. Il y avait une bande de malfrats dans les montagnes orientales de sa baronnie. Orhan a confirmé et a même balancé la bombe que les gars vendèrent des drogues et enlevèrent des gens pour le trafic. Il a raconté, un peu abattu, que sa baronnie était pauvre et militairement faible et que la tentative de son père de faire face aux bandits avait été un échec qui avait mis le vieux au lit. Carole, indigné, a frappé la bouteille de liqueur sur la table, criant que réduire ces vauriens à néant n'était pas une punition suffisante. Mais ensuite, il a posé une question qui aurait pu troubler n'importe qui, se demandant comment un groupe de malfrats pouvait être assez fort pour affronter une armée. Il a lâché qu'il soupçonnait que c'était des déserteurs de l'armée du Royaume du Sud, qui est en pleine bataille. Alors Caron, en mode penseur philosophique, a conclu que la situation était ainsi parce qu'après que l'empereur maléfique a disparu, l'armée impériale s'est concentrée sur la guerre au sud, laissant le nord sans protection. Évidemment, avec ça, les déserteurs étaient redevenus des bandits. Rohan était d'accord avec cette logique. Caron, dans un geste de camaraderie, a offert une boisson à Rohan, disant que la baronnie de Bellos était juste à côté du fief de son père et qu'il voulait aider aussi. Orhan était tout reconnaissant, mais il ne pouvait s'empêcher de penser s'il était approprié d'accepter une boisson d'un gamin. Caron a balancé que la boisson venait de la collection des Sir Zeras et lui a demandé de garder le secret. Et Rohan, choqué, ne pouvait à peine croire qu'il faisait référence au célèbre commandant des chevaliers. Juste au moment où les choses commençaient à chauffer, Zerus est entré dans la pièce et a dit à Caron qu'il ne pouvait pas toucher à la liqueur. Rohan, tout nerveux, a renversé la boisson, mais Zerus a réussi à le calmer. Zerus a regardé Rohan et a confirmé qu'il avait entendu parler des problèmes avec les bandits, et Rohan a confirmé que c'était la raison pour laquelle il était venu chercher de l'aide. Mais avant que Zerus n'arrive à une réponse, Carole ne s'est pas gênée et l'a interrompu. Zerus s'est retourné vers lui, un peu agacé, et a dit qu'un gars ne pouvait pas boire à cet âge, reprenant la boisson comme pour dire « Arrête ça, gamin ». Ensuite, Zerus s'est excusé auprès du jeune baron pour la scène, mais il a vite rassuré le gars, expliquant que le château de la Mer Bleue ne resterait pas les bras croisés pendant que l'ancien partenaire souffrait. Il a également mentionné qu'il prévoyait d'organiser et d'envoyer des troupes bientôt. Là, Caron, sur un coup de tête, s'est proposé d'aller dans cette mission, mais Zerus l'a coupé tout de suite, arguant que leur équipe était un groupe de ninjas entraînés et qu'il pouvait y avoir des combattants habiles cachés par là. Rohan était genre « Ouah », surpris par le sérieux de Caron à vouloir aider. Zerus a insisté, sachant que la vraie bataille était très différente de ce qu'il se passait à l'entraînement. Caron a répliqué, disant que d'être surprotégé n'était pas cool, mais il est resté ferme en voulant le pousser à affronter un danger. Bien sûr, à l'ouest, il faut maintenir la situation sous contrôle. Avec un sourire malicieux, Caron a demandé ce qui se passerait s'il faisait une proposition qu'il ne pourrait pas refuser. Changement de décor à la gare, où Rohan se retrouvait choqué d'être forcé d'aller en mission. Tout joyeux, il a passé son bras autour de lui, célébrant parce que c'était leur première mission ensemble. Zerus, sur le côté, a réalisé qu'il avait été dupé et que Caron avait utilisé Rohan de Sabina comme arme secrète dans ce plan. Zeras pensait que cela pourrait être une bonne chose parce qu'une gardienne fiable serait avec eux. En plus, Zeras a compris que son accord avec Lord Léo était un signe qu'il était satisfait de ce qui avait été accompli durant l'entraînement. Le baron Rohan est également venu dire au revoir, extrêmement inquiet pour la sécurité des
petits-enfants du duc, car si quelque chose arrivait, toute la responsabilité reposerait sur la famille. Zeras a tenté de le rassurer, s'assurant qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, car avec Sabina dans le coin, rien de mauvais n'arriverait au garçon. Mais Sabina a coupé court aux Zeras avec une déclaration fracassante, disant qu'elle n'interviendrait pas à moins que les garçons ne soient en situation de vie ou de mort. Cela a plongé Rohan et Léo dans un état de panique totale. Zeras a dit que c'était à cause de l'audace de Sabina, et elle a laissé entendre qu'elle avait ses raisons de ne pas se retrouver en première ligne, ce que Zeras semblait comprendre. À la gare, Sabina a remarqué que Léo tremblait et lui a dit qu'elle savait qu'il avait peur, mais qu'elle voulait qu'il voie cette mission comme une chance de montrer tout ce qu'il avait appris et de gagner le respect en tant que membre des Loups Bleus. Karen, toujours sarcastique, a demandé si Léo avait vraiment besoin de quelqu'un pour le pousser toujours. Léo, mordant sa lèvre de rage, mais au fond, les paroles de Karen ont allumé quelque chose en lui faisant réaliser qu'il était temps de se prouver. Le train magique a enfin quitté le château de la Mer Bleue en direction de la baronnie de Bélos. Alors que le train s'éloignait, Karen a pensé qu'elle n'aurait jamais cru que ce moment arriverait si vite. Dans le train, Sabina a essayé d'expliquer au baron Rohan pourquoi elle ne pouvait pas aller au champ de bataille. Elle a révélé que sa présence au château de la Mer Bleue était un secret et que si elle était découverte, les bandits prendraient la fuite sans laisser de traces. Mais Rohan restait inquiet d'envoyer seulement 2 enfants en mission, remarquant que Léo semblait à l'aise, tandis que Rohan était tout stressé. Pendant ce temps, Léo était perdu dans ses pensées, se souvenant du sermon que lui avait fait sa mère. Elle lui avait demandé comment il pouvait s'approcher de Karen après l'humiliation qu'il avait subie 3 ans auparavant, qui avait terni le nom de la famille, en assurant que Karen était une rivale et non une amie. Mais quand Léo était resté silencieux, elle l'avait traité de garçon faible. Finalement, Léo a réagi et a répondu à sa mère, expliquant que, en réalité, Karen n'était pas sa rivale. Il a déclaré que la différence de talent entre eux était absurde, sachant que Karen avait brillé avec 4 étoiles à 13 ans, alors qu'il n'avait réussi à obtenir que 3 étoiles à 15 ans. Léo a conclu en disant que Karen n'était pas sa rivale, mais la motivation qui le poussait à continuer à se battre. Sa mère avait fini par appuyer sur une touche, disant qu'il ne voyait que les arbres, mais pas la forêt. De retour dans le train, Sabina a discuté avec Léo, qui a admis être nerveux. Après tout, c'était sa première mission. Sabina a été directe et lui a demandé la vérité. Pourrait-il tuer un homme? Léo a hésité, mais Sabina a insisté, disant qu'il ne devait pas douter de lui, car elle savait combien il avait travaillé. Elle a même rappelé que c'était elle qui l'avait entraîné. Ressentant un frisson, Léo l'a appelé maître. Le train a annoncé qu'il arriverait dans 20 minutes. Alors Sabina a décidé que pendant la mission, il s'appellerait maître et élève. Elle a annoncé qu'elle allait sauter du train pour enquêter discrètement. Rohan était sous le choc, protestant contre le danger d'une telle folie, mais Sabina l'a simplement calmé, lui disant que ce ne serait pas de sa faute, car ses neveux les surveilleraient de loin. Karen a même commenté son audace. Admirant le courage de la figure, Sabina sauta du train, laissant Rohan et Léo dans un état de choc, pensant aux excentricités de la famille Lestrange. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la baronnie de Bélos, ils tombèrent nez à nez avec le père de Harry, le baron Bélos, qui était là, complètement abîmé, et s'excusa de les recevoir assis en raison de sa santé. Karen, très polie, lui demanda de ne pas s'inquiéter et s'informa sur ses blessures. Le baron Bélos, déjà alité, remercia les garçons pour leur sollicitude, mentionnant qu'il avait connu Karen et son père il y a 10 ans. Il commenta à quel point le garçon avait merveilleusement grandi et combien cela devait rendre son père fier. Karen, qui en avait assez de la formalité, lui demanda de l'appeler simplement « jeune maître ». Le baron accepta immédiatement. Le jeune Caran réalisa que notre petit Caran avait été choisi pour sa première mission et apparemment, il avait atteint le niveau 4 étoiles en arts martiaux très tôt, un véritable prodige. Il se montra même confiant dans l'évaluation de la maison principale à propos des jeunes, mais il avait un peu peur de donner une mission à 2 poissons si prometteurs, avec tant de complications. Mais Caran, avec son attitude tranquille, assura qu'il comprenait la pression du baron, mais que pour eux, échouer dans une mission serait une grande déception qui ternirait l'honneur des Loups Bleus. Le protagoniste se tourna vers Léo, cherchant ce soutien moral, et, bien qu'il fût un peu réticent, Léo confirma qu'effectivement, ils allaient être de véritables succursales du succès. Le baron, en riant un peu, les remercia pour leur confiance, rassurant tout le monde. Le jeune Caran réalisa que le baron avait besoin de repos et pensa qu'il était temps pour eux de prendre congé. Dans cette ambiance, le baron leur transféra la responsabilité et dit qu'il avait un guide prêt à leur montrer le chemin. Ainsi, les garçons partirent, suivant le guide, à travers les montagnes enneigées. Caron taquina Léo en lui demandant s'il était déjà fatigué, mais Léo s'en fichait. Il se méfiait surtout du guide. Il souligna qu'il n'était pas sûr que le gars ne soit pas de mèche avec les bandits. Caron, avec son sarcasme habituel, félicita Léo d'avoir enfin utilisé son cerveau et confirma que, en réalité, ses soupçons étaient corrects. Le guide était tout à fait capable d'être un des bandits. Léo resta bouche bée et voulut savoir comment il le savait. Caron expliqua qu'il avait entendu la conversation du baron Rohan à la gare. Dans un flashback, l'assistant de Rohan demandait comment ils allaient trouver la planque des bandits et Rohan, malin, avait répondu
prétendu qu'il devait utiliser un traître se trouvant dans la région. Lorsque Léo demanda pourquoi Karim n'avait pas prévenu plus tôt, Karim répondit que la situation était trop tendue ce jour-là. Il analysa la situation et montra que, en réalité, Rohan était assez rusé en utilisant un traître contre eux, expliquant à Léo que leur plan était essentiellement d'être l'appât, puisque l'enlèvement des jeunes nobles rapportait beaucoup d'argent. Le fait qu'il n'ait pas encore attrapé le traître était un signe que les choses étaient déjà devenues trop graves pour faire marche arrière. Le guide, Sven, les conduisit à une embuscade organisée par le chef des bandits, qui lui avait donné un supplément juste parce qu'ils étaient des jeunes nobles. Un bandit remarqua que les deux n'avaient pas vraiment l'air obéissants. Dans cette ambiance, Caron se mit déjà prêt à se battre, affirmant qu'il ne pardonnerait pas à ces misérables d'avoir répandu de la drogue dans la terre de son père. Pendant ce temps, chez le baron, Rohan demanda à son père s'il allait bien, et le père, d'un ton calme, répondit qu'il allait bien. Rohan a offert un verre d'eau et, inquiet, a demandé si les deux jeunes allaient bien. Le baron a répondu que le château de Marbleu envoyait les gamins sans information suffisante et que cela prouvait déjà la confiance en leurs compétences. Là, le père du baron a même commenté que Karam lui rappelait les jours de jeunesse du duc Ralph, non seulement par son apparence, mais aussi par sa posture et sa confiance. Le baron Bellos a également décidé de soutenir son fils, en affirmant qu'il était juste de placer des attentes sur les jeunes. Pendant ce temps, dans les montagnes, Karam était en plein combat, démantelant les bandits comme s'il jouait à un jeu vidéo. Léo était là, comme un spectateur choqué, pensant que Karam était devenu un véritable monstre. Le chef des bandits, complètement perdu, a dit à son subordonné qu'il n'était pas n'importe qui et qu'il fallait battre en retraite pour appeler des renforts. Mais cela a mis le leader dans une colère noire. Il ne comptait pas se laisser dominer par un gamin et s'est jeté sur Karam, une énergie rouge l'envahissant. Et bien sûr, il a été directement accueilli par Karam, qui a critiqué son cri de guerre en disant que c'était ennuyeux, puis il a tranché le type en deux d'un seul coup. Léo est resté sans voix tandis que Karam, avec nonchalance, commentait qu'il avait accidentellement utilisé une technique puissante et avait même eu l'audace de se plaindre que le leader avait sali ses vêtements. Un des bandits restants, Aura, était sous le choc devant la puissance de Karam et l'aura de son épée, qui faillit le faire tomber, et il décida de se rendre sur le champ. Avec un sourire maléfique, Karam lui a demandé s'il avait une corde et lui a ordonné de la ramener. À la grande surprise de Léo, Karam a fait en sorte qu'Aura les attache, lui et Léo, tout en leur donnant les épées. Léo se demandait ce qui se passait, et Karam expliqua que pour qu'il soit un appât efficace et découvre la base des bandits, leur capture devait être convaincante, car il n'était pas logique que deux nobles soient capturés par un seul type désarmé. En chemin, Karam commença à poser des questions aux prisonniers. Aura, complètement pétrifié de peur, avoua qu'il s'agissait de déserteurs du royaume de Kaios dans une débâcle de guerre au sud. Karam demanda alors combien il y en avait dans la forteresse. Aura répondit qu'il y avait au total 130, dont 2 mages et les chevaliers de garde. À ce moment-là, il réalisa qu'il avait commis une énorme erreur, se rendant compte que les gars qu'il avait capturés n'étaient pas des nobles quelconques, mais les héritiers d'une puissante famille. Il trouva l'histoire d'Aura sur le leader promettant de l'argent facile complètement bidon. Il se demandait pourquoi des mages d'élite se joindraient à un simple capitaine d'infanterie et pourquoi choisir le pauvre de la baronne de Bellos pour faire un coup. Ainsi, Karam conclut que l'histoire ne tenait pas la route et décida qu'il était temps de voir la vérité en face. Quand ils arrivèrent au repère des bandits, ils furent accueillis avec des visages stupéfaits par les autres gardes, qui ne comprenaient pas pourquoi Aura avait amené des otages. À l'entrée du repère, les gardes interrogèrent Aura sur les raisons de son retour seul et armé. Aura, comme si de rien n'était, affirma qu'il avait pris les armes des jeunes maîtres et que les autres étaient sortis pour s'en prendre aux fugitifs. Les gardes commencèrent à se moquer de lui, mais finirent par ouvrir la porte quand même. En entrant, Karam réfléchissait à la façon dont ces déserteurs semblaient totalement à l'aise, mais une impression sinistre serrait son cœur, comme une étrange puissance. Son épée, la guillotine, commença aussi à s'agiter. Tout à coup, il comprit que la source de son malaise n'était autre que des carcasses d'oiseaux suspendus comme des trophées. C'était un cercle magique noir sur le sol, vraiment macabre. Il a perdu du temps et a ordonné à Aura de se libérer et de lui passer l'épée comme si de rien n'était. Puis il s'est tourné vers Léo, qui avait l'air plus perdu qu'un aveugle en plein tirage, et lui a demandé de sortir l'épée Silver, en l'avertissant qu'il allait en avoir besoin bientôt. Mais à ce moment-là, le cercle magique s'est activé et des squelettes armés ont commencé à surgir du sol, plongeant Aura dans une panique incontrôlée. Tout à coup, le chef des bandits est apparu, tout fier, et a lâché une blague en accueillant les otages dans son repère à la montagne. Caron a regardé autour de lui pour trouver le mage noir, mais n'a vu aucune ombre de lui, déduisant qu'il devait se cacher par ici. Puis, dans un mouvement rapide, il a pris Aura en otage, mettant l'épée sur le cou du type et menaçant de le couper si les bandits essayèrent de l'attaquer. Léo était en état de choc, pensant que c'était une véritable offense à l'honneur de la noblesse. Le chef des bandits a ri de la situation et a demandé si les nobles ne valorisaient pas l'honneur plus que tout. Caron a répliqué un « Et alors ?» aux bandits, se demandant pourquoi il ne pourrait pas faire ça. Le chef, trouvant Caron amusant, a répondu que l'otage était inutile et qu'Aura était complètement dispensable
table, lui donnant carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Avec un sourire sarcastique, le chef a poussé Aura vers Caron. Léo, réalisant que la situation était compliquée, a demandé à Caron quel était le plan. Caron, tout sûr de lui, a répondu que le plan était simple. Il devait juste éliminer ce leader arrogant. Mais le leader a remarqué l'aura de mana bleue de Caron et a commencé à se méfier. À ce moment-là, Caron a averti Léo qu'il allait s'occuper du leader et que le pauvre Léo devrait gérer les squelettes. Avant que Léo ne puisse comprendre ce qui se passait, Caron avait déjà fait un pas en avant, concentré sur le leader, laissant Léo littéralement face à l'armée de squelettes qui était déjà prête à agir. Léo était sous le choc, entouré de soldats squelettiques, se demandant comment il allait s'en sortir alors que les squelettes fonçaient sur lui. Caron était déjà arrivé auprès du leader et a porté un coup brutal en criant « Troisième forme de l'épée du loup de mer ». L'énergie de l'épée de Caron a fusé vers le leader qui a réagi. Mon Dieu, une fois le coup porté, coupant la main du leader, celui-ci est tombé au sol en criant que Caron était un petit démon. Caron s'est moqué en disant que s'il voulait attaquer, il aurait dû le faire plus tôt. Le leader s'est interrogé sur pourquoi le château de la mer bleue se mêlait de ses affaires, et Caron a expliqué que cette baronnie était adossée aux terres de son père. Il a ensuite dit qu'il n'avait pas l'intention de le tuer, mais qu'il allait l'emmener au château. Pendant ce temps, Léo se battait vaillamment contre les squelettes. De loin, Caron observait et encourageait le petit à continuer de se débrouiller, comme l'enseigne l'art de l'épée du loup de mer. Alors, Caron s'est retourné vers le leader blessé, qui s'appelait Michael Knox, et lui a redemandé son nom pour être sûr. Après que le type a confirmé, Caron l'a poignardé durement à la jambe, le forçant à se rendre. Avec un sourire glacé, il a ordonné au leader de dire à ses hommes de rendre leurs armes, et le type l'a fait dans l'angoisse. Michael, vaincu, a déploré sa chute face à deux gamins, mais a donné un avertissement. Quand ils arriveraient, personne de sa famille ne pourrait gérer la situation. Caron a rapidement deviné que le leader comptait sur les mages noirs de la même manière. Alors, Caron s'est moqué du leader, demandant s'il pensait vraiment que leur famille allait envoyer seulement 2 enfants pour ce coup. Il a aussi pointé que le cercle magique avait disparu et qu'il était normal d'avoir un gardien. Juste à ce moment-là, une explosion de respect a résonné au loin. Par la suite, Caron a commenté à quel point ils avaient perdu du temps avec le leader et avaient laissé échapper le magicien noir, instaurant une ambiance tendue. Soudain, Sabina est apparue avec la tête tranchée du magicien noir et Léo a été comme « Waouh, c'est dégoûtant ». Pendant que Sabina déclarait que la mission avait été un fiasco parce qu'ils avaient laissé filer la piste la plus importante, le magicien vivant. Caron, tout audacieux, a demandé à sa tante si elle était au moins impressionnée par ses méthodes. Sabina, furieuse, a commencé à frapper le leader à terre jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Elle a ensuite grondé Caron pour s'être jeté devant sans réfléchir. Elle l'a même comparé à son grand frère, Rallo, mais a aussi admis qu'il avait de l'audace. Bien sûr, elle allait lui retirer des points pour avoir utilisé des otages. Quand elle a demandé pourquoi, Caron a expliqué qu'il voulait exploiter leur faiblesse, sachant qu'il n'imaginait jamais qu'un noble agirait ainsi. Sabina a trouvé cette idée amusante et a ri, le qualifiant de garçon fou comme elle n'en avait jamais vu. Pendant ce temps, le leader capturé pensait pour lui-même « Quel groupe de bâtards fous !» Puis Sabina a annoncé une nouvelle. Ils étaient en route pour retourner au château du baron Bellos. Car devinez quoi? Beaucoup de choses devaient encore être clarifiées. Pendant qu'ils sortaient de ce chaos de bataille, les familles des villageois capturés ont été libérées de leur cage. C'était une scène d'émotion pure, avec des retrouvailles à pleurer. Rapidement, notre garçon Caron, avec son regard perçant, a remarqué le bandit là, avec une tête coupable rien qu'à voir. Il, un peu sarcastique, a lâché qu'il devait sentir un poids sur la conscience. Alors, Caron a vraiment mis les choses au clair. C'était trop tôt pour se sentir comme ça, car avec la tournure des événements, il pourrait finir enfermé dans le donjon du baron, tout comme les autres. Eh bien, sa justification disait qu'il allait être emmené au château de la mer bleue avec son capitaine, au lieu de faire compagnie aux camarades en prison. Léo, toujours méfiant, a demandé s'il était sûr de laisser le Aura en liberté par ici. Caron a expliqué qu'ils avaient besoin de lui pour aider à porter le capitaine blessé, mais il n'a pas oublié d'avertir. Léo, reste sur tes gardes, mec. À ce moment-là, l'un des sauvés s'est approché d'eux et a tenté de sauver la peau d'Aura, lui demandant s'il allait aussi recevoir une punition. Le déo a commencé à faire l'éloge de l'humanité, mentionnant qu'il avait aidé les prisonniers, apportant des médicaments aux malades et même de la nourriture à ceux qui avaient faim, demandant à ce qu'on lui montre un peu de miséricorde. Bina s'est tournée vers Caron pour entendre son avis sur tout ça, regardant le visage d'Aura, qui avait l'air plus choqué que quelqu'un qui aurait reçu une claque sans prévenir. Caron a décidé qu'il fallait envisager de lui donner une seconde chance, car après tout, c'était lui qui les avait guidés jusqu'au repère. Aura était plein de gratitude et a promis fidélité à Caron jusqu'à la mort. Mais à ce moment-là, Léo est intervenu, attirant l'attention de Caron sur quelque chose qu'il trouvait important. Léo a conduit Caron vers un drôle de fût qui, tenez-vous bien, contenait une pierre magique brillante à faire envie. Pendant ce temps, les villageois étaient dans l'ambiance de la fête, se moquant des bandits qui avaient été capturés. Alors que Léo pensait que le jeune maître allait organiser une grande fête à leur retour, Caron était là, perdu dans ses pensées. Il avait enfin compris la raison de la grande bande de criminels dans cette région reculée. Et devinez quoi? Il y avait une mine de pierre
pierre magique cachée là-bas, dont même la famille du baron n'avait pas idée. Léo, remarquant le regard sombre de Caron, lui demanda quel était le plan du fou. Quelques instants plus tard, le baron Rohan et son père arrivèrent, triomphant pour saluer les sauveurs. Rohan ordonna que les prisonniers soient jetés dans les donjons et demanda à Sabina d'amener le chef des bandits. Avec assurance, Sabina désigna Caron et Léo comme s'ils en savaient plus sur la situation. Ou alors, elle invita tout le monde à un modeste banquet. Mais le jeune Caron, avec ferme résolution, refusa. Il dit qu'il devait filer au château du Mar-Bleu immédiatement, sans perdre de temps. Rohan, pour sa part, a commencé à parler du fait que la baronnie n'avait pas les fonds pour payer la mission et a demandé un délai pour le paiement. C'est à ce moment-là que l'expression de notre héros changea et qu'il commença à insulter la baronnie, lui disant d'une région reculée et abandonnée, parmi d'autres zones isolées, ce qui indigna Rohan. Il lâcha alors que les bandits en voulaient à quelque chose de plus, et c'est ainsi que Caron révéla l'existence de la pierre magique, laissant Rohan complètement bouche bée, n'ayant même pas idée qu'il avait une telle mine sur ses terres. Ayant tout en main, Caron décida de faire une proposition. Il suggéra que le château du Mar-Bleu et la baronnie de Bellos pourraient développer la mine ensemble, tant que le château avançait le capital initial et s'occupait de la sécurité. Rohan était intérieurement choqué, se demandant si ce gamin savait vraiment de quoi il parlait, mais il réalisa vite qu'avoir une famille puissante comme les Listen dans la mine de la baronnie serait un coup de maître. Rohan pensa que Caron avait déjà tout bien calculé et fut même admiratif de l'audace du garçon à aborder des négociations aussi sérieuses. De plus, il fit savoir que cet accord permettrait aussi qu'une garnison des chevaliers Listen s'installe tranquillement dans la baronnie, résolvant des problèmes de défense tout en boostant l'économie. Lorsque Rohan demanda combien il voulait de participation, Caron, dans un coup de maître, éluda la question, disant qu'il était trop tôt pour un enfant d'aborder ces détails et que cela relevait de la conversation entre Rohan et son père. Rohan accepta de se réunir avec son père pour reparler de tout cela. Plus tard, notre jeune Caron questionna Sabina sur sa loi concernant les raisons pour lesquelles elle pensait que les choses allaient se compliquer au repère des bandits. Sabina expliqua que la question concernait le mage noir, et ce n'était pas n'importe quel mage, mais le fameux Tad de Della Rada, un criminel recherché et un mage de 6e cercle, si respecté. Elle fit une remontrance aux garçons, leur disant qu'ils se souciaient de ces bandits médiocres en oubliant la véritable cible, qui était le mage. Ainsi, elle déclara que la mission était un échec, un jugement que Caron accueillit avec respect. Sabina tourna alors son regard vers Léo, qui semblait être mis de côté, et soudain décida de le complimenter, disant qu'il s'était mieux débrouillé que prévu, surtout parce que c'était la première fois qu'il faisait face à des morts vivants. Elle l'encouragea à avoir plus de confiance. De retour au château du Mar-Bleu, Alo Listein revenait de la capitale. La délégation l'accueillit et l'informa que les chevaliers de l'Ouest étaient également revenus et que Caron, Léo et Sabina rentrèrent de leur mission. Mais tout à coup, un messager est arrivé avec un message urgent venant du palais impérial. « Prépare-toi, la galère ne fait que commencer. » Alors, notre héros Halo ouvre la lettre et reste sous le choc. Son cerveau a littéralement bugué. En fait, l'empereur n'avait rien dit de tout ça avant son départ de la capitale. Quelle merde. Et pour couronner le tout, le roi a directement convoqué son petit-fils, le Caron, pour traîner dans la capitale. Scène coupée au train, où le type, ce gars-là, transportait son capitaine captive, le Michael, comme un colis. Michael, dans son audace, a tenté de convaincre le gars de s'échapper avec lui, disant que la sécurité de l'endroit était nulle. Mais le gars, bien en rogne, lui a mis un coup et lui a dit qu'il n'était rien d'autre qu'un bon à rien qui ne faisait qu'apporter des problèmes. Peu après, ils sont revenus au château de la Mer Bleue et ont été accueillis par toute la famille. Bali n'a pas raté l'occasion de faire une pique. Il a dit que le chaos autour de Caron était toujours le même et Caron s'est fâché, menaçant son frère. Bali a donné un câlin réconfortant à son fils, tandis que Sabina, qui était dans le coin, a commenté qu'Alo aurait dû convoquer Caron à cause des ennuis qu'il a causés dans la baronnie de Bellos. Pendant ce temps, Bala était tout fier de Léo, le félicitant pour son accomplissement et lançant des fleurs, en disant que les nouvelles étaient déjà arrivées avant lui. Mais à ce moment-là, le gars, complètement épuisé par l'histoire, a annoncé qu'il allait monter pour prendre du temps. La conversation a changé d'ambiance lorsque Sabina a demandé sérieusement à Bali s'il savait quelque chose d'étrange sur la politique de l'Empire. Alors, Bali a expliqué que les autres puissances, à part leur famille, se regroupaient rapidement autour du duché de Saumon et du marquisat des Jours. Sabina a dit que son père, Alo Listein, devait rencontrer plusieurs familles dans la capitale, mais a tout annulé. Tout ça parce que les discussions avec l'empereur n'ont abouti à rien. Bali a commenté que ces deux familles étaient celles qui avaient aidé à renverser l'empereur précédent et qu'ils contrôlaient maintenant tout comme s'ils étaient les rois du coin. Sabina a déploré que son frère, Alo Listein, ait décidé de s'éloigner du pouvoir à cause de l'avenir de l'Empire et qu'il paie maintenant les conséquences. Ils ont tous deux réalisé que l'ère de paix touchait à sa fin et qu'il était temps pour la famille de passer à l'action. Sabina a vu un bon côté
jetés dans le chaos, disant que ce que Caron a fait pourrait être le coup de poker dont ils avaient besoin pour justifier l'expansion de leur influence, en renvoyant l'ascenseur ailleurs. Elle a dit que Caron était un garçon intéressant parce qu'il a fait quelque chose qui profite à la famille au bon moment. Bali a dit qu'elle exagérait les louanges, mais elle a répondu que ce n'était pas vraiment un compliment. Puis, Ser Zeras est arrivé et les a félicités d'avoir mis en fuite les bandits fugitifs. Il a annoncé qu'il allait commencer à interroger le chef des bandits que Aura a ramené, promettant de lui tirer des informations sous la torture. Quand il a demandé qui était Aura, Caron a expliqué que pour le moment, il était également considéré comme un bandit, mais étant donné qu'ils avaient été des informateurs, Zeras a décidé de traiter avec plus de bienveillance et a même pensé à libérer le gars, voulant en faire son serviteur personnel. Et Zeras a approuvé cette idée. Quand les garçons ont essayé d'aller se reposer, Zeras les a retenus, leur rappelant que la mission n'était pas encore terminée. Alors, Caron a demandé combien d'entre eux étaient arrivés, et il a répondu qu'il y avait peu de temps et qu'il devait encore rédiger un rapport. Bien sûr, quand Caron a demandé s'ils devaient faire des rapports, séparés, Zeras les a laissés écrire ensemble tranquillement. À ce moment-là, Caron, très roué, a immédiatement essayé de faire porter la responsabilité à Léo, prétendant qu'il avait effectué tout le travail lourd. Il s'est mis à la persuasion, disant que Tonton Tiles allait évaluer le rapport et que c'était l'occasion pour Léo de briller en se concentrant sur ses réussites. Ensuite, Zeras a envoyé les prisonniers au cachot, tandis que Sabina lui lançait la tête du bandit le plus recherché, affirmant que les rapports des gamins étaient plus que suffisants. Pendant ce temps, Caron souhaitait bonne chance à Léo pour la rédaction du rapport, mais a annoncé qu'il allait à la salle d'entraînement de Mana pour utiliser la 4e forme qu'il avait atteinte. Cela a choqué Zeras, qui ne comprenait pas comment ce fou pouvait avoir tant de dévotion. Entre-temps, Ralo a convoqué une réunion d'urgence de la famille. Il a expliqué que la raison était un incident qui s'était produit lors de la contention de démons apparaissant dans la zone du château. Il a demandé à Rainer d'appeler le commandant des chevaliers, et Zeras est allé chercher un morceau de peau de démon. Halo Listein a expliqué que cette peau avait été collectée dans la région de la coupole céleste, du côté de l'ouest. Il a remarqué que la mana noire de cette peau n'était pas normale. Il a réalisé, avec une explosion de choc, que cela appartenait à l'empereur déchu. Ralo a suggéré 2 options. Soit c'était juste, la volonté de l'empereur encore retenue ici, soit le salopard était toujours en vie. Il a déduit que tout cela était lié au grabuge en cours dans l'Empire et a révélé une autre bombe. L'empereur avait entendu parler du désordre dans la baronnie de Bélos. Devine quoi? Il a fait une invitation personnelle à Caron pour aller à la capitale. Ralo a annoncé qu'il voulait envoyer Léo et les chevaliers du loup de mer pour accompagner Caron, mais a tenu à dire qu'il demanderait d'abord si le gosse voulait y aller. Plus important encore, Ralo voulait jouer avec ce qui se passait dans la tête de Caron quand il avait fait cet accord avec le baron Bélos, alors il a demandé à Zeras d'amener le garçon. Zeras a trouvé Caron là, méditant dans la salle d'entraînement. Quand Zeras est arrivé, Caron lui a demandé quand il était arrivé et Zeras a répondu que ce n'était pas il y a longtemps. Alors, Caron a commenté qu'à part la famille habituelle, Ser Zeras était le seul à pouvoir entrer, donc ça devait être sérieux. Notre héros Zeras est arrivé avec la nouvelle qu'il avait été convoqué pour une réunion du conseil de la famille où les préparatifs pour un voyage à la capitale seraient discutés. Waouh, ça devenait sérieux. Il a également expliqué que le chef de la famille avait convoqué Lord Caron pour entendre les détails directement. Alors là, le grabuge allait commencer. En arrivant au conseil, Halo Listein n'a pas perdu de temps et a tout de suite dit qu'il avait su que la première mission de Caron avait été un succès. Le garçon a confirmé, tout heureux, mais attention, l'ambiance a changé quand Halo Listein a commencé à interroger Caron, lui demandant pourquoi il avait décidé d'agir seul et de dépasser les ordres. Ralo était clairement mal à l'aise avec l'attitude du garçon et a demandé s'il avait réalisé que cela pourrait être un gros affront pour la maison de Bélos. Il ne s'est pas rendu compte que cette discussion était plus un interrogatoire qu'autre chose, mais a nié avoir fait quoi que ce soit de mal. Il a défendu qu'il n'avait fait qu'une proposition au baron Bélos et que le gars avait accepté de son plein gré, sans pression. Au milieu de la discussion, notre protagoniste a haussé la voix et a commencé à justifier ses actions auprès de son grand-père, expliquant qu'il avait certaines priorités qui étaient plus importantes que de suivre toutes les règles de l'étiquette des nobles. Quand Halo Listein, curieux, il demanda ce qui pourrait être plus crucial que, disons, la courtoisie. Caron, avec la fermeté d'un garçon qui sait de quoi il parle, répondit que c'était l'honneur de la famille. Cette réponse surprit Ralo, car il pensait que Caron pourrait se vanter de l'accord. Mais le gamin préférait mettre sa famille en premier. Le grand-père reconnut cela comme une attitude digne. Face à cela, Halo prit une décision. Il annonça que l'accord que Caron m'avait apporté serait un énorme avantage pour la famille. Ainsi, Halo confia à son fils Bale la responsabilité des négociations formelles. Tout excité, il accepta de partir pour la baronnie de Bélos dès l'aube. Ralo commenta alors qu'un père ne serait pas malheureux de gagner de la gloire grâce aux exploits de son fils. Regardez, d'une certaine manière, ces gars faisaient les choses bien, mais Ralo changea vite de sujet. Maintenant, il s'agissait de parler de la lettre de l'empereur. Il informa Caron que sa majesté l'avait convoqué car il
avait reçu des nouvelles de lui dans la capitale. Caron comprit que, comme l'avait dit Miserias, la lettre de l'empereur était déjà en route. Avant que Rallo ne retourne au château de la Mer Bleue, il se demanda si le réseau d'espionnage de l'empereur était vraiment aussi efficace que ça. Ensuite, il commença à penser que les nobles qui tiraient les ficelles de la marionnette empereur étaient derrière cette convocation rapide et non l'empereur lui-même. Allo, constatant la tension, offrit à Caron la possibilité de ne pas y aller. Il pensait que Caron avait déjà compris ce que ça signifiait, aller à la capitale. À ce moment-là, dans tout ce drame, Allo Listein réfléchissait à ce qui serait plus stratégique, accepter ou refuser la convocation. Dans le fond, Veil savait que Allo Listein ne devrait pas avoir laissé ce choix à Caron, mais le gamin ne lâcha rien. Il se leva et déclara que c'était l'empereur qui l'avait appelé. C'était son devoir d'y aller. Point final. Tusk mentionna même que c'était une chance de revoir son grand-père maternel. Caron demanda s'il irait seul et Rallo confirma que Léo serait son partenaire dans cette mission, avec l'escouade de Rans comme garde du corps. Caron fit une remarque sur la nécessité de les mettre en avant avec son grand-père présent et Rallo plaisanta en disant que les gardes étaient là non pas pour protéger, mais pour gérer les problèmes qu'ils pourraient causer. Pas mal ça. Et puis Rallo annonça que le départ serait dans 3 jours. Préparez vos cœurs. Un moment plus tard, Bale finalisait ses négociations avec le baron Rohan. Ils étaient parvenus à un accord pour diviser les mines. 80% pour les Listein et 20% pour les Belos. Mais ce Bale était perplexe à propos d'une clause supplémentaire qui semblait étrange et stipulait que 5% de la part des Belos, un quart du total, irait directement à Caron. Et pour Léo, cela semblait excessif pour une mission simple. Il ignore, interrogea Rohan, qui se croyait un génie de l'Académie impériale, sur ce qui avait motivé cette décision. Rohan, avec un grand calme, répondit que cette condition était un investissement pour gagner la sympathie des 2 jeunes loups qui allaient un jour diriger le château de la Mer Bleue. Il vit Rohan comme arrogant pour croire qu'il avait compris le talent de ses gamins, et il trouva cela extrêmement irrespectueux. Les deux échangèrent des piques, Bale louant l'audace du gars. Finalement, les jeunes furent appelés et acceptèrent la proposition avec gratitude. Puis Rohan dit même qu'il était honoré par ce partenariat. En sortant, Léo eut une question pour Caron. Après avoir conclu l'accord avec la baronne de Belos, il voulut savoir comment se ferait la répartition des 5%, et Caron, avec sang-froid, a simplement déclaré que, bien sûr, il garderait 9 dixièmes, tandis que Léo se contenterait d'1 dixième. Léo était abasourdi par cette proposition, mais Caron a menacé, ce qui a immédiatement fait céder le pauvre Léo. Al et son assistant étaient à l'affût lors de cette scène, et l'assistant a commenté que les deux, qui étaient les rois des bagarres d'enfance, étaient devenus meilleurs amis en arrivant à la capitale. Léo était tout excité et tendu, n'ayant entendu parler de la ville que par d'autres, et n'ayant aucune idée de la manière dont il devait se comporter. Caron lui a donné un coup de pouce, mais Léo a protesté qu'il était sur le point de rencontrer l'empereur, donc son enthousiasme était plus que justifié. Il a déjà commencé à imaginer des soirées mondaines et les beautés de la capitale, Deacus, et comment il allait séduire tout le monde. Sabina, qui avait écouté la conversation, a rejoint le duo et a commenté que Deacus était un endroit rempli de lutteurs costauds et que ce serait une expérience incroyable pour eux. Elle a rapidement demandé des verres de vin pour fêter leur mission, et Caron, avec son sarcasme, a souligné qu'il était un peu étrange qu'un garçon de 13 ans ait des verres. Alors elle a fini par servir le vin dans des gobelets d'eau. Franchement, Sabina n'a pas perdu de temps et a demandé à Léo s'il avait déjà goûté du vin dans sa vie. Lui, de son côté, a avoué que Caron lui avait donné une gorgée ou 2. Alors, Sabina, dans un bon état d'esprit, lui a proposé un verre, et Léo n'a pas réfléchi 2 fois pour accepter. Dans un moment de détente, Sabina a levé son verre et a fait un compliment au groupe, parlant de la manière dont leur croissance avait été incroyable. Caron, astucieux, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude, reconnaissant à Sabina son rôle de véritable enseignante. Mais elle a rapidement enchaîné avec quelque chose de lourd, disant que les 3 années pendant lesquelles elle avait promis de les protéger étaient terminées. Elle était triste de ne pas pouvoir voir le chaos qu'ils allaient semer dans la capitale. Léo, pour sa part, était abattu en apprenant que Sabina allait retourner vers la mer du Nord. Il a lâché, ça veut dire qu'on ne va plus te voir. Sabina n'a pas laissé passer l'occasion de plaisanter et lui a dit de ne pas être aussi sentimentale et que c'était mieux pour lui d'éviter les fêtes avec Carole. Elle a expliqué qu'à cause de la beauté, du talent et du discours doux de Carole, tout le monde allait être ébloui. Léo a paniqué et a supplié Carole de ne pas ruiner ses chances de trouver quelqu'un, croyant que la voisine pourrait attirer toute l'attention. Inévitablement, Caron l'a traité d'idiot parce que, eh bien, c'est dans sa nature. Maintenant, Caron a pris les choses en main, a dit à Léo d'arrêter de tergiverser et de continuer à boire. Puis, on coupe à la scène dans le château de la Mer Bleue où Bali est arrivé pour Rallo en lui annonçant que les négociations avec Belos avaient été un succès. Rallo était choqué, car un accord avait été signé où ils allaient céder une partie à Caron et Léo, ce qui était plutôt inhabituel. Bali a expliqué que le garçon, qui était baron, avait pesé dans la balance parce qu'il avait dit que l'accord était un investissement pour l'avenir. Rallo, de manière enthousiaste, a loué la ruse du jeune baron et a pensé qu'ils avaient gagné un allié solide. Ensuite, Rallo a confié
confié à Bali tous les schémas liés à la baronnie de Bélos. Mais Bali avait une impression étrange concernant la convocation, réalisant que Rallo n'était pas habituellement enclin aux éloges. Et là, Rallo a lancé une bombe. La convocation de l'empereur pour Caron était extrêmement rare, puisqu'il appelait rarement un autre membre de la famille à part lui-même. Il a continué en disant que, lors de sa discussion avec l'empereur, il avait ressenti un regard de peur qui persistait encore dans ses yeux. Alo Listin expliqua que cette peur de l'empereur lui avait donné l'impression qu'il y avait une influence extérieure derrière l'invitation. Le Carao Bale était d'accord, trouvant tout cela très politique, et commençait déjà à se demander pourquoi Alo Listin n'avait pas refusé la demande de l'empereur. Il répondit qu'il n'avait pas refusé, car il était curieux de savoir jusqu'où allait le potentiel du garçon. Il dit que le garçon avait été choisi par l'épée ancestrale Aguilotina, et que cela signifiait qu'il avait un rôle fondamental dans la famille, et qu'il allait faire face à de nombreux défis. Il considérait cette invitation comme un test. Si le Carao était vraiment destiné à porter l'avenir de la famille, il devait savoir supporter ses difficultés. Alors, Rallo regarda le bal, inquiet, et demanda s'il avait des craintes. Val, sentimental, fut touché, mais se reprit et dit qu'il croyait beaucoup en son fils. Rallo, surpris par cette réponse pleine de cœur, ne put s'empêcher de sourire et trouva cela merveilleux. Le lendemain, Sabina était toute prête à retourner vers la mer du Nord. Zeras, en plein milieu d'un cirque de questions, demanda si elle allait dire au revoir au garçon, mais elle se voulait directe, affirmant qu'il n'était pas nécessaire de le faire car elle avait bien profité de la nuit précédente. Ils se dirent au revoir dans une bonne ambiance et Zeras promit que lors de sa prochaine visite, il y aurait plus de vin. Avant de partir, Sabina échangea ce regard significatif avec le Caron qui était à la fenêtre en train d'observer. Puis, comme si de rien n'était, Sabina sortit, laissant la promesse qu'ils se retrouveraient. Le Caron pensa que la mer du Nord était comme un chez-soi pour elle, tandis qu'elle voulait juste se préoccuper de trouver de la nourriture et du vin en attendant. Il ne s'attendait pas à ce que Sabina parte aussi rapidement. Dès qu'elle s'en fut, le Carao réfléchit que maintenant, les oncles allaient bas commencer à faire leurs mouvements. On aurait dit que le destin l'avait entendu car, son oncle apparut de nulle part, faisant sursauter le garçon à la gare. Les gens du service étaient là, transportant les bagages des gamins. Léo était perturbé, essayant de comprendre ce qui se passait, et Heinrich vint expliquer que tout ce remue-ménage était parce qu'ils allaient rencontrer l'empereur en tant que représentant de la famille. D'habitude, dans ces conversations, il commençait à grogner sur le fait que l'escouade de Hans était avec eux, et Zeras faisait remarquer que leur objectif était de les protéger, mais c'était prévisible. Sauf que Hans, avec un manque de respect flagrant, dit que la vraie raison était de s'assurer qu'il ne pose pas de problème avant de prendre la route. Tillis décida de faire un saut dans la chambre dès qu'ils se furent salués. Pour être honnête, Charles confirma qu'il avait entendu parler du voyage vers la capitale et vint déjà, avec une demande. Il lui demanda de ne pas se comporter à la capitale comme il le faisait au château de la Mer Bleue. Carole fit un petit « salut » à la fin, acceptant l'idée, mais il se rendait compte que son oncle avait toujours un œil sur lui, ce qui était clair. La capitale était pleine de types voulant faire tomber la famille et que, s'il y avait une chance, il viendrait personnellement lui faire une leçon. Dès que Tyler sortit, l'expression du Carao changea car il réalisa qu'il avait une grande tempête à affronter. Notre héros n'en avait que faire de la menace de son oncle, attaquant alors qu'il ne voulait que le pousser à se comporter en tant qu'aîné, tu vois? Et en gros, il jura qu'il allait se venger devant cet oncle arrogant. Coupé à la gare, où les préparatifs pour l'aventure allaient à 100 à l'heure. Pendant ce temps, Caron et Hans étaient en pleine discussion animée quand Aura, ce ancien bandit, s'approcha. Tout en étant reconnaissant d'avoir eu une seconde chance, Carao, toujours aussi froid, répondit de manière tranchante et lança même une blague cruelle en disant qu'il allait emmener Laura vers la capitale juste pour le mettre en prison. Puis, il laissa un avertissement. Il ne fallait pas se relâcher. Laura devint tout désespéré, suppliant Carao de ne pas le laisser, et il répondit seulement qu'il allait voir comment il allait se comporter. Zeras, le mentor du groupe, glissa un dernier conseil en lui murmurant de ne pas chercher d'embrouille et de revenir sains et saufs. Alors que le train était sur le point de partir, Bali, le père de notre petit héros, courut jusqu'au quai pour dire au revoir à son fils. Il expliqua qu'il était venu pour jeter un dernier coup d'œil à son fils avant le voyage et transmit également que le grand-père maternel était également anxieux pour son arrivée. Val lui fit un câlin de père, lui demanda de revenir en sécurité et de ne pas causer trop de problèmes. Et Caron se mit simplement à rire de la situation. Une fois le train parti, la scène coupa sur Tillis, qui était dans son bureau. Il reçut une nouvelle explosive, selon laquelle la femme de son deuxième fils, Raphaël, préparait quelque chose dans la capitale, mais décida de ne rien faire pour l'instant. Dans le train, Carao demanda à Hans combien de temps allait durer le voyage, et il répondit avec assurance que c'était environ 6 heures à travers le territoire autonome de Théba. Les deux commencèrent à discuter de Théba, qui est une ville assez folle, où les plébéiens choisissent le maire et où l'argent a plus de valeur que n'importe quelle plante que l'on peut imaginer. Hans expliqua que son influence au sein de l'Empire provenait de son capital, mais c'était une survie pure, étant
étant donné qu'ils étaient constamment surveillés par d'autres seigneurs provinciaux. Ils comprirent tous deux que certains citoyens de la province avaient tendance à fuir la tyrannie des seigneurs, corrompus pour chercher refuge dans les régions autonomes. Hans ajouta que cette région était très amicale avec le château de la Mer Bleue et envoyait toujours ses chevaliers pour des tâches importantes. Pendant que les gamins parlaient de visiter Théba en secret plus tard, Caron ressentit soudain un frisson dans le dos car son épée commença à vibrer avec une présence bizarre. Elle se mit à penser « c'est quoi ce délire ?» et réalisa que l'épée capta un danger dans l'air. Le protagoniste commença à se demander si l'un de ses oncles, Tillis ou Raphaël, avait infiltré quelqu'un dans l'escorte pour semer le trouble. Mais il rejeta rapidement cette idée car il savait qu'il n'était pas si idiot. Effectivement, celui qui était là remarqua que Caron avait un comportement étrange et l'interpella. Pendant ce temps, Caron conclut que la véritable menace venait de l'extérieur de la caravane. Sans perdre de temps, Caron ordonna à Hans de se connecter au territoire autonome de Théba, vite. Hans demanda « Qu'est-ce qui se passe avec ce changement de plan ?» Mais Caron explosa qu'il n'avait pas le temps d'expliquer et lui ordonna de prévenir les gens de se préparer à l'attaque. Hans, surpris, obéit sans hésiter et commença à transmettre l'avertissement aux escouades qui se préparaient déjà à combattre. Pendant ce temps, Caron se demandait comment quelqu'un aurait le courage d'attaquer un train en mouvement, pas loin des rails. Un groupe d'assaillants masqués était sur le point d'exécuter son plan maléfique. Leur leader annonça que l'heure était venue. L'équipe commença à se mouvoir comme si elle était en plein compte à rebours. Lorsque le train s'approcha, ces fous coururent pour placer des barils explosifs reliés à une mèche sur la voie ferrée. Pour finir leur action, l'un d'eux alluma la mèche pendant que le leader avertissait tout le monde de se préparer à l'explosion. C'est fou. Le train a heurté les tonneaux et a littéralement explosé dans une scène digne du cinéma, déraillant et détruisant tout sur son passage. On coupe à Théba, où le maire subissait des critiques lors d'une réunion bruyante. Les participants se criaient dessus, certains accusant les autres de blanchiment d'argent, tandis que d'autres, dans le même bateau, tentaient de se défendre. La discussion s'intensifiait et quelqu'un a crié au maire de prendre des mesures contre les criminels présents dans la salle. Le maire commençait à se demander pourquoi il était encore là, pensant qu'il aurait dû prendre sa retraite après avoir été ministre des Finances, déplorant que la ville soit devenue un véritable chaos, n'étant qu'un champ de bataille entre guildes nobles et plébéiennes. Un assistant interrompit l'énervement de la réunion avec un message urgent pour le maire. Le maire, laissant de côté les disputes, s'approcha de l'assistant. Un des derniers participants demanda si le message concernait l'enquête fiscale et le maire, calme, alluma une cigarette et répondit que cette enquête était la dernière de ses préoccupations à ce moment-là. Quand on lui demanda si l'enquête avait été annulée, il se contenta de répondre que non, puis déclara que l'enquête pouvait aller au diable et lâcha la bombe. Il y a 5 minutes, le train qui se dirigeait vers la capitale du territoire de la famille Listem avait explosé, et les 2 petits-enfants du grand-duc étaient à bord. De mes Tip est resté complètement choqué. Le maire, avec tout le calme de quelqu'un qui sait que le chaos est sur le point de se produire, expliqua en profondeur ce que cela signifiait, que pratiquement tout le monde était mort. De retour sur le lieu de l'explosion, Karen réussit à se relever des décombres. Hans, tout inquiet, demanda s'il s'était blessé, et Karen répondit que ce n'était que des égratignures. Hans demanda immédiatement un rapport de la situation, et la réponse fut qu'entre les 11 personnes concernées, il y avait un blessé grave nommé Dell et 2 contusions légères. Puis, tout à coup, arriva un nouveau rapport de l'escouade d'Aura, et devinez quoi, 2 morts. La situation est critique, mec. Et Karen, réalisant la gravité de la situation, comprit qu'il était rare pour un membre de bas échelon comme Auria de donner un rapport. C'était sérieux. Il se tourna alors vers Hans et demanda où il se trouvait, et il n'a pas perdu de temps. Nous sommes à environ 10 km de la terre autonome de Théba, dit-il. Hans expliqua qu'il avait déjà parlé aux gens de Théba avant même que les jeunes ne se réveillent et gardait l'espoir que de l'aide était en route. Puis, le fou a souligné qu'il valait mieux que Karen et Léo s'éloignent, les rassurant que son escouade tiendrait le coup. Mais là, sans crier gare, l'épée de Caron, la guillotine, a donné un signal. Il a compris qu'il n'était pas seul et qu'une embuscade était imminente. Caron ne voulait pas écouter Hans et lui a rapidement dit de s'y faire. Désolé, il n'est pas possible de fuir maintenant. Quand Hans a demandé pourquoi, il a dit la vérité. Ces gars ont anéanti la belle voie ferrée de l'empereur. Ça, mon ami, c'est un acte de rébellion. Il se demanda jusqu'où il pourrait courir contre des types aussi audacieux. Il se tourna vers Léo et demanda s'il était encore prêt à se battre, et Léo, tout excité, confirma qu'il était prêt à agir. En fin de compte, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Pendant qu'un des assaillants masqués dansait après un coup surprise, Caron surgit derrière lui avec un grand sourire et déclara qu'il était temps de les terrasser tous et se jeta sur eux. Le chef des assaillants comprit qu'il y avait plus de défenseurs que prévu et commença à trembler. Alors, Hans, avec la rage au ventre,
Il a ordonné au 2e escadron de sortir de la voiture et de former une ligne défensive pour protéger les jeunes maîtres. Il a passé l'info à Caron en disant que chacun des ennemis était au moins de niveau 3 étoiles. Caron, observant le leader, a remarqué que le gars dégageait l'aura d'un combattant de 6 étoiles. Le leader l'a reconnu, l'appelant Carol Listem, et lui a ordonné de se rendre et de lâcher son arme. Carol a perçu que la voix du leader était complètement altérée, comme s'il utilisait une magie. Ensuite, le chef lui a proposé de laisser les chevaliers et les serviteurs en paix s'ils coopéraient. À partir de ce moment-là, Carol a compris que leur intention était de le capturer vivant. Il a demandé à Rance s'il avait conscience de ce que cela signifiait. Rance, comprenant l'idée, a supplié Carol de ne pas faire ça. Mais lui, plein de courage, a crié « Pourquoi tu m'empêches de faire ça? S'ils ne peuvent pas me tuer, alors c'est moi qui peux mettre fin à ça. » Là, à l'arrière, il n'a fait que soupirer devant l'imprudence de son cousin, tandis que Hans ordonnait à tout le monde de se préparer à la lutte pour protéger les jeunes maîtres. Et là a commencé la bataille du siècle. Les chevaliers Listem ont formé une roue de protection autour des jeunes, se battant férocement. La confrontation entre les chevaliers et les masqués s'est intensifiée, frappant fort et sans pitié. Carol, ninja des attaques, s'est précipité sur les hommes masqués, les éliminant un par un et, pour s'amuser, s'est moqué de leur peur de s'approcher de lui et a même proposé « Allez, venez !» Le leader, retirant son équipe d'arrière-garde, a ordonné à ses sbires de se taire, en disant qu'il s'occuperait de Caron de force. Caron a même commenté que le chef avait enfin décidé de montrer son visage. Mais Hans n'a pas hésité. « Recule, c'est dangereux, mec !» Le leader, tout snob, a ri et a traité Hans de chevalier de la mer, disant qu'il courait vers la mort. Hans, intrépide, a répondu qu'il verrait qui allait perdre. L'affrontement entre Hans et le leader a commencé, le gars lançant une attaque féroce, mais Hans a dû se battre pour bloquer. Il était tellement impressionné qu'il a failli laisser passer une attaque puissante. Pendant le combat, Hans a réalisé et se demandait si ce type était vraiment le chevalier de 6 étoiles du sultanat de Bava. Akimi se demandait ce que ce fou faisait sur le territoire de l'Empire, d'autant plus qu'ils avaient un pacte de non-agression. Et pourquoi diable il s'en prenait à la famille Listem s'il n'y avait pas de conflit? Aussi confus qu'il soit, Hans restait déterminé à découvrir la vérité, se sentant encore confiant grâce à l'évolution de la bataille, puisque les jeunes maîtres faisaient aussi des merveilles. Mais dans un moment d'inattention, Akimi a profité de l'occasion et a porté un coup dévastateur à Hans. Akimi, sarcastique, a ri de Hans, disant qu'il avait laissé filer son attention et que la formation des chevaliers était devenue un fromage suisse. Hans, enragé, s'est relevé déterminé, mais Akimi n'a pas laissé de répit, attaquant à nouveau, disant que la résistance était vaine et lui offrant la possibilité de se rendre. Akimi a regardé autour de lui et a remarqué que son équipe était déjà tombée et que sa formation était devenue de la fumée. Rance, étant tout gentil, a proposé à Akimi et à ses hommes de se rendre, promettant que personne ne serait blessé et remettant en question le prix de mourir sur une terre étrangère. Akimi a fermement refusé, disant qu'il n'accomplirait que sa mission, et dans un retournement de situation incroyable, il a libéré tout son pouvoir, faisant reculer sa mana de peur. Hans a réalisé que Akimi se moquait de la mort et que cette attitude folle mettait les deux jeunes maîtres dans une situation délicate. Réalisant qu'il n'avait plus d'issue, notre héros Hans décida qu'il devait plonger dans l'imprudence de Akime et libérer toute sa puissance pour infliger une leçon à ce fou. À ce moment critique, la voix de Caron résonna, exprimant sa déception envers Hans. Comme par magie, Caron apparut et rappela à Hans que sa priorité était d'empêcher Akime de causer plus de problèmes. Avec un sarcasme espiègle, il demanda si c'était maintenant son tour de se rendre. Hakim se retourna et Caron, plein de confiance, confirma son nom, fier d'être Caron Listem. En un clin d'œil, le jeune homme se précipita sur Akime et le terrassa d'un coup fatal. Alors qu'Akime rendait son dernier soupir, il traita Hans de monstre. Avec un sourire glaçant, Hans remercia pour le compliment, mais il fut pris de court en remarquant que son épée, la guillotine, vibrait à nouveau. Il comprit que le danger n'était pas encore passé et accusa le moribond Akime d'avoir un tour dans son sac. Akime, sans perdre son assurance, déclara qu'il ne regrettait rien et lança une excuse énigmatique, tandis qu'une énergie explosive commençait à envelopper son corps. Caron resta figé, incrédule, et c'est alors que Hans cria pour que tous les chevaliers protègent le Lord Léo, qui était bloqué au milieu du combat, à regarder dans le vide. Sans hésiter, Hans sauta devant Caron pour la protéger d'une explosion imminente. Caron cria en demandant ce qui se passait, et Hans expliqua qu'Akime avait utilisé un sort d'autodestruction. Lorsque l'explosion commença, Hans s'excusa auprès de Caron, pensant que tout ce qui se passait était de sa faute. Dans les derniers instants, notre héros Hans implora Caron de sauver sa vie,
et alors une explosion monstrueuse survint, dévastant tout autour. Au milieu du chaos, Caron entendit une voix mystérieuse l'appeler humain fou, celui qui avait osé la réveiller. La voix annonça que, ayant goûté le sang des chevaliers pour la première fois depuis longtemps, elle allait faire sa part, conseillant à Caron de fermer fort les yeux pour ne pas avoir les yeux éclatés. Quand la fumée se calma, Caron trouva Hans évanoui au sol et tenta de le réveiller. Hans se réveilla rempli de rage, sermonnant Caron d'avoir sacrifié sa vie pour le protéger. Et Caron, avec le calme qu'il avait, répondit en demandant qui lui avait demandé d'être sauvé de cette manière. Une autre voix, venant de l'épée de Caron, interrompit la discussion, se moquant d'eux et disant que sans elle, Caron ne serait pas en vie et qu'il devrait être reconnaissant. Caron devint furieux en réalisant que son épée parlait. Il regarda autour de lui, voyant la destruction causée par l'explosion, et réfléchit à ce qui venait de se passer. Aaron, curieux, demanda à l'épée si elle était une épée égoïste, faite des âmes de forgerons fous. L'épée devint furieuse face à cette comparaison et menaça de trancher le cou de Caron s'il répétait cela. Caron demanda pourquoi l'épée l'avait sauvé si la première chose qu'elle avait voulu dire était de le tuer pour un si petit détail. L'épée, pleine de colère, expliqua qu'elle avait utilisé toute la mana qu'elle avait conservée pour le sauver de l'explosion et que, sans cela, elle aurait déjà tranché sa tête. L'épée commença alors à se plaindre comme si elle était épuisée et se demanda s'il existait une autre façon d'absorber de la mana en dehors des combats, suggérant qu'elle pourrait peut-être absorber la mana du sang de Caron. En reliant les points, il conclut que si l'épée évoquait le sang du maître, c'était définitivement une épée démoniaque. À cet instant, un groupe de chevaliers fit son apparition. Le commandant se présenta comme Allé, commandant des forces d'autodéfense de Théba. Hans n'eut pas le temps d'hésiter et se présenta à Allé. Pendant que la conversation se déroulait, Caron décida de rengainer son épée, se plaignant qu'il ne pouvait pas parler tout en étant dégainé. Il entendit Caron répondre que c'était un soulagement et qu'il valait mieux qu'elle prenne un peu de repos en silence. Allé reconnut Caron comme étant le petit-fils du grand-duc Alolistein et exprima que la région assumerait l'entière responsabilité du désordre qui s'était produit. Il expliqua qu'il était venu par ordre du maire pour escorter les membres de la famille ducale vers un endroit sûr. Karine acquiesça et demanda qu'il s'occupe des nombreux blessés dans la carriole. Hans se tourna vers Caron et lui demanda s'il était sûr de ne pas vouloir retourner au château de la Mer Bleue, rappelant que le danger pouvait encore rôder et que les investigations prendraient du temps. Tentant de le rassurer, Hans assura qu'il avait déjà parlé aux Sireneros et qu'il n'y avait pas de raison d'être aussi inquiet. Ensuite, il changea de sujet et demanda à Hans s'il savait qui était ce type qui s'était fait exploser, mais il répondit que le gars s'appelait Swin Hakimi, un chevalier à 6 étoiles du sultanat de Bava. Caron commença à réfléchir à la gravité de la situation, se demandant si le pacte de non-agression que son grand-père avait signé était en danger. Léo admit que la relation entre l'Empire et le sultanat était tendue, mais cela ne justifiait pas une telle attaque. Caron conclut que la folie de Hakimi était une raison suffisante pour déclarer la guerre. À l'intérieur de la carriole, Caron surprit Léo en train de regarder ses propres mains tachées de sang, complètement en état de choc. Notre héros. Léo admit qu'il avait perdu certaines parties de la conversation précédente avec Caron en essayant de comprendre cette situation folle, se demandant pourquoi ses mains tremblaient comme un tracteur. Caron lui expliqua que cette réaction était normale, étant donné que c'était la première fois qu'il tuait quelqu'un. Il dit crûment qu'il est difficile de s'habituer à ôter des vies, mais ajouta rapidement que Léo devait surmonter ce sentiment car cela fait partie de la vie, tu vois. Peu après, un garde annonça qu'ils seraient bientôt sur le territoire autonome de Tempo. La situation était sur le point de devenir encore plus folle. En entrant dans la ville, Caron regarda par la fenêtre et s'émerveilla de l'opulence des bâtiments. Tout était luxueux. Le maire, tout enjoué, les accueillit avec des salutations chaleureuses, soulagé qu'ils soient arrivés en sécurité. Il leur promit qu'il s'efforcerait de découvrir qui était le commanditaire de l'altercation et qu'il collaborerait pleinement avec l'enquête de la famille Listein. Il ne perdit pas de temps pour interrompre, assurant au maire qu'il savait déjà que Théba n'avait rien à voir avec l'attaque. Il vit alors le visage soulagé du maire. Hans commença à faire des commentaires sur la façon dont le maire avait changé depuis qu'il était ministre des Finances. Le maire, tout nostalgique, déplora d'avoir accepté ce fichu poste de maire. Il s'excusa, tout penaud, d'avoir parlé de manière plus informelle devant le petit-fils du duc. Puis il lui demanda de se détendre et de parler librement, car les formalités le mettaient mal à l'aise. Le maire hésita, ne se sentant pas assez en sécurité pour parler de manière informelle avec un membre d'une lignée si importante, mais finit par accepter l'idée de Caron. Il se reprit rapidement après l'avoir appelé par son prénom pour changer un peu l'ambiance. Le maire suggéra qu'il se transfère ailleurs et de continuer la conversation dans une ambiance plus privée, dans une salle réservée. Carole commence à parler avec le maire en soulignant que les attaquants ont utilisé des explosifs, et pas seulement pour faire tomber la voie ferrée. Il explique que les explosifs ne sortent que des mains de l'administration des fournitures militaires, qui est bien contrôlée par l'Empire, donc les faire passer de l'intérieur est presque impossible. Caron propose une théorie, se demandant s'il n'y aurait pas eu un coup de contrebande d'explosifs depuis l'extérieur de l'Empire, plus précisément du sultanat de Bava. Il rappelle au maire que, en fin de compte, l'Empire
l'Empire et le Sultanat sont les seuls à pouvoir fabriquer des explosifs de qualité supérieure et lancent une bombe en insinuant qu'il serait un peu embarrassant pour le maire que des commerçants de Théba soient d'une manière ou d'une autre impliqués dans cette contrebande. Le maire, quant à lui, est choqué par la précision de Caron. Il réalise que s'il n'est pas d'accord avec la théorie de Caron, il pourrait être vu comme complice. Donc, sans plus de cérémonie, il admet que la possibilité de contrebande est assez élevée. À l'intérieur, le maire maudit les contrebandiers idiots qui l'ont plongé dans cette situation délicate. À ce stade, Caron rappelle que les chevaliers du Loup de Mer et les gens du château de la Mer Bleue ont été blessés dans cet incident. Le maire se rend compte qu'il est dans une impasse, puisque la famille... L'Istem est connu pour rendre les faveurs 10 fois et exiger des dettes 100 fois. S'il ne coopère pas, il va se retrouver dans une mauvaise posture. Essayant de changer de sujet, le maire demande des nouvelles du père de Caron. Il dit qu'il connaît bien le gars et qu'il est toujours proche du grand-père maternel de Caron, le Sergueï. Caron esquisse un sourire sarcastique, pensant que l'astuce soudaine du maire d'utiliser des noms connus montre qu'il est un homme politique de première main. Tout à coup, un assistant fait irruption dans la pièce avec un message urgent venant de la capitale. Le maire pense déjà savoir ce qui arrive. La garde impériale est en route. Mais ce n'est pas que la garde impériale. L'assistant annonce que le commissaire du service des recettes intérieures, le chef lui-même, s'est dirigé avec la première division spéciale vers Théba. L'assistant révèle que le commissaire est Gay ou Baratao, le célèbre roi démon. Comme si l'attention n'était pas déjà suffisante, lorsque le maire entend le nom de Gaio, il est choqué et se demande si Sir Gaio vient vraiment ici. Il regarde Caron et lui demande s'il était déjà au courant, et Caron confirme simplement. Il explique que son grand-père maternel tient tellement à lui qu'il laisserait tout tomber pour sauver son petit-fils s'il était en danger. Cette nuit-là, les forces de la première division spéciale du service des recettes intérieures sont arrivées à Théba, et l'atmosphère dans les rues bondées était d'une pure tension. Le commissaire Gaio Baratao, dirigeant la troupe, avait un air sévère qui laissait clair que la situation allait dégénérer. Dans un autre coin, le grand-duc Relot observait tout, à peine arrivé, et dans cette ambiance, son assistant commente la rapidité de l'arrivée et Relot répond que c'est une question de petit-fils. Pendant ce temps, les commerçants de Théba sont en colère et confus. Ils ne comprennent pas comment une enquête fiscale inattendue a lieu justement cette nuit-là, sans même avoir le temps de se préparer. Pour aggraver les choses, ils râlent que la fameuse première division spéciale est à la tête de l'enquête. Dans la salle de réunion, le maire essaie de calmer les gens lorsque Caron et son groupe envahissent la pièce. L'un des commerçants les plus âgés soutient le maire en soulignant à quel point la situation est grave. Caron s'adresse ensuite aux commerçants, expliquant la gravité de l'arrêt qu'ils sont en train de vivre. Il leur rappelle que non seulement la voie ferrée de l'empereur a été mise à mal, mais aussi que le petit-fils du grand-duc et les gens du château de la Mer Bleue ont été attaqués. Il ajoute que la baston a été faite avec des explosifs qui ont probablement été introduits clandestinement par les guildes commerciales de Théba et demande s'ils prennent enfin la situation au sérieux. Sigasamaziot, commerçants, complètement perdus, essaient de faire marche arrière, disant qu'ils ont juste demandé plus de temps pour s'organiser. Caron se dirige alors vers le commerçant qui parlait, se présentant sous le nom de Vicomte Homer, du groupe commercial Homer. Caron, tranquillement, déclare qu'il va lui-même transmettre le nom du vicomte à son grand-père au service national des impôts. Le vicomte, choqué, implore Caron de reconsidérer, confiant qu'il a dit cela sans réfléchir. À ce moment-là, la scène s'est enflammée. La première division spéciale et le commissaire sont arrivés en force, et notre gars Gaio, accompagné de ses hommes, a annoncé que l'enquête fiscale allait commencer maintenant dans tous les groupes commerciaux. Il a lâché que les impôts avaient reçu des rapports alarmants sur de l'argent sale accumulé par contrebande et évasion fiscale, et croyez-le ou non, même l'empereur a ordonné une enquête et exigé une coopération totale de tout le monde. Et Léo, curieux comme pas possible, a chuchoté à Hans si cette histoire de première division spéciale était vraiment aussi sérieuse. Hans a expliqué que cette division était comme l'élite des enquêteurs, traitant avec des commerçants et des nobles en vue, et que, selon la situation, ils pouvaient appeler la garde impériale. Un truc qui imposait le respect, confirmant bien sûr qu'il faisait vraiment peur. Ensuite, Gaio s'est approché et a échangé quelques mots avec elle, lui rappelant que cela faisait 3 ans qu'ils s'étaient revus pour la dernière fois. Quelques instants plus tard, Gaio et Caron étaient en pleine conversation privée. Là, Gail a demandé si son petit-fils, qui est donc Caron, allait bien, et la fille, toute tranquille, a répondu que oui. Il est allé plus loin et a demandé si elle soupçonnait quelqu'un, mais Caron a démenti. Lorsque Gaio a évoqué la possibilité que cela vienne de sa famille, Caron a tout de suite rejeté, disant que si ses oncles étaient responsables, ils n'auraient laissé aucune trace, même pas un fil. Il a expliqué que les gars derrière cette affaire avaient laissé des indices exprès, comme s'ils voulaient faire croire que c'était l'œuvre du sultanat de Baba. À ce moment-là, Gail a demandé à Caron si elle comptait chercher les coupables seuls, et on peut imaginer le conseil « Mec, il vaut mieux ne pas faire ça ». Il lui a rappelé que le monde est vaste et peuplé de gens puissants, et que le danger était toujours là, guettant. Il lui a donc conseillé de rester tranquille pour le moment, car il partirait pour la capitale le lendemain matin, tout cela à l'ordre de l'empereur. Il lui a dit au revoir
en affirmant que les adultes s'occuperaient de toute cette affaire. Caron a hoché la tête avec un petit sourire, promettant qu'elle allait se contenir. Et comme si cela ne suffisait pas, Gale a ajouté qu'en réalité, c'est Caron qui lui avait demandé d'inventer n'importe quelle excuse pour le retarder et rester sur son dos. Sauf qu'en s'éloignant, il a pensé qu'il allait y avoir un blackout et a réalisé que Karen n'avait jamais eu l'intention de tenir cette promesse. Ce soir-là, chez quelqu'un appelé Owen, la bande s'affairait, chargeant une charrette à la hâte. Sa femme, inquiète, lui a demandé s'il allait partir avec eux. Owen l'a rassuré et a dit qu'il les suivrait bientôt, ordonnant à la charrette de partir. Alors que sa famille l'appelait, il est resté là, dans le fond, maudissant la situation. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le grand-duc Hallow Listein était sur un toit, tel un espion, observant tout. Un des hommes de main est arrivé et a dit que les cibles avaient commencé à bouger. Hallow Listein a alors ordonné d'accélérer le nettoyage, rapidement et sans faute. Pendant ce temps, Caron était dans sa chambre, aiguisant son épée en pleine nuit. Zeras, qui venait d'arriver, a interrompu et a demandé s'il avait l'intention de causer des problèmes à nouveau. Caron, comme toujours, a donné un indice qu'il avait entendu du Gaillot, qu'il avait interdit de sortir, et a demandé si Zeras allait aussi essayer. Zeras était juste là pour transmettre un ordre du chef de la famille, le grand-duc Hallow Listein. Et mon ami, il a récité officiellement l'ordre à Caron, le plus jeune petit-fils de la famille Lestem. À la réception de cet ordre, vous devez trouver immédiatement les coupables et faire payer le prix du sang pour les morts. Zeras a fini en indiquant à Caron de clarifier ce que la loi du château de la mer bleue signifiait. En entendant cela, Caron a juste souri d'un air un peu malicieux et a affirmé qu'il allait obéir à ce que le chef de la famille avait ordonné. Zeras a commenté que la nuit serait certainement longue. Plus tard, la bande de Caron et Léo se promenèrent dans les quartiers est de Théba, tous déguisés, tu sais, et Léo ne cessait de râler, demandant pourquoi il devait être le serviteur dans ce rôle. Et, en plus, dans un endroit plein de problèmes de trafic. Caron a essayé d'expliquer que deux nobles errant sans escorte allaient causer des problèmes et soulever des soupçons inutiles. Bien que Léo comprenne le principe, il continuait à bougonner d'être le seul à devoir jouer le rôle de serviteur. L'ambiance était chaleureuse, disant qu'ils étaient déjà près de l'endroit que Zeras avait mentionné. Léo, tout nerveux, a remarqué que l'endroit avait l'air très suspect, rien de convenable pour un jeune noble. Et Caron, bien sûr, s'est moqué de lui et a demandé s'il voulait rentrer chez lui, s'il avait peur. Tout à coup, un gars est apparu devant eux, demandant ce qu'il faisait là. Carole n'a pas perdu de temps. Il s'est avancé et l'a salué, disant qu'ils étaient des envoyés de Zeras. Le Tessis, gars, se la pétant, les a accueillis et a dit que c'était un honneur de servir les jeunes maîtres. Il a montré son visage et s'est présenté comme Julio, suggérant qu'ils aillent dans une maison sûre qu'il avait préparée. Dans cette maison sûre, Julio a déjà commencé à dire que l'endroit avait plusieurs dispositifs anti-écoute, donc il pouvait parler en toute liberté. Caron, étant de la ville, a demandé comment il était devenu informateur de la famille Listein. Julio a expliqué qu'il était en train de rendre un service à Zeras qu'il avait fait quand il était gosse. Caron est allé droit au but, en précisant qu'ils avaient des informations sur un plan pour attaquer la famille Listein avec du trafic d'explosifs et des renseignements sur le voyage à la capitale. Il a alors demandé à Julio s'il savait qui était le coupable, et Julio a confirmé que oui. Notre héros a expliqué qu'avec les informations qu'il avait rassemblées, il n'y avait que deux groupes dans le coup sur le marché noir qui manipulèrent des explosifs. Il s'agissait du groupe Care et du groupe Caligo. Sauf qu'en réalité, il a commenté que le groupe Care était presque sorti de cette zone et a demandé ce qu'il en était du groupe Caligo. Julio a répondu que c'était une équipe pleine d'anciens esclaves qui acceptaient n'importe quel coup tordu tant que le deal était bon. Alors, Julio a lâché une bombe. Il avait des nouvelles que les gars de Caligo avaient pris la route plus tôt dans la journée, ce qui a laissé Caron sous le choc. Il a réalisé que sérieusement, si ces gars étaient repartis juste avant l'attaque, c'était vraiment suspect. Caron a commencé à réfléchir aux options. Le groupe voulait s'en aller et le groupe Caligo, qui était rempli de fous désespérés. Tout Cérébro a commenté que le temps pressait pour attaquer les deux groupes et a demandé quelle était leur prochaine sortie. Carole a esquissé un sourire malicieux et a dit que, franchement, la réponse était simple. Celui qui n'a rien à perdre est le plus dangereux. À cause de cela, ils ont décidé d'aller à Caligo et Julio a promis de les mener jusqu'au marché noir. Pendant ce temps, on coupe à la scène du maire Glim en train de discuter avec le commissaire Gaillot. Glim a lancé la question de savoir si Gaillot était vraiment tranquille en laissant Caron mener sa vie. Gaillot Gale a répondu que, comme son gendre, le grand-duc Ralph avait envoyé un message demandant, il ne pouvait pas dire non. Il a également commenté que ceux qui comprennent les loups savent comment traiter avec eux. Gale a révélé un secret. Caron avait demandé à ce qu'il trouve n'importe quelle excuse pour la retenir et l'écarter de son chemin. Bien qu'il admirât l'audace de Netto, Glynn était troublé en se rappelant que la fille n'avait que 13 ans. Gaillot a pris cela avec légèreté, disant que Caron a déjà prouvé qu'elle était redoutable et que, pour les génies, l'âge n'est qu'un détail. Mais Glynn a insisté sur le fait que Théba est un endroit où le danger surgit de nulle part et que certains groupes là-bas achetaient des politiciens dans la capitale pour étendre leur influence. Il a ajouté que, tant que le duc Hallow Listein restait à la frontière, les familles nobles de la capitale gardaient un œil sur la famille Listem et Théba était pleine de gens qui feraient n'importe
n'importe quoi pour plaire. Gaio a expliqué que c'était la raison pour laquelle un empereur avait mis la main sur Théba pour ne pas laisser les égoïstes prendre le contrôle de l'Empire. Puis ce gars a lâché la bombe, soit plus ou soit à Théba. Glim était là. Tu rigoles? Il parle bien du bouclier? Indestructible, avec 8 étoiles. Revenons à Caron et sa bande. Ils sont enfin arrivés à l'entrée du marché noir de Caligo. Julio a confirmé que c'était la seule porte, disant qu'en cas d'urgence, il pouvait fermer de l'intérieur, ce que Caron a trouvé plutôt brutal. En se préparant à descendre, ils se sont heurtés à une barrière de garde qui avait capturé et ligoté Julio. Un des gardes a dit à Julio qu'il n'accueillait pas de clients ce jour-là, sur ordre du chef, et leur a ordonné de faire demi-tour. Quand Julio a demandé pourquoi, le garde a dit qu'il ne savait pas et leur a poliment demandé de partir. Quand ils ont insisté, le garde a dégainé l'épée, dans une posture menaçante. Caron a défié le garde froidement, lui disant d'essayer de dégainer l'épée et de voir ce que ça donnerait. Le garde a hésité, et Julio, en panique, a demandé à Caron de se calmer. En réponse, Caron s'est tourné vers Léo, qui était déguisé en Orra, et lui a dit de mettre le plan B en marche. Léo, complètement perdu et réfléchissant à voix haute, se rendait compte qu'en réalité, il n'avait jamais eu de plan B. Et alors, les gars, vous avez aimé ce Rick? Alors mettez un gros pouce bleu pour aider cette vidéo.